Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et ça y est, c'est parti, dernière journée de l'année. Nous sommes le 31 décembre. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Enfin les auditrices et les auditeurs. Oui, t'as raison, élégant mieux, s'il vous plaît. voilà. Monsieur le galant homme que vous êtes, c'est normal. Dites donc, 31 décembre déjà. Déjà, hein, ça passe vite. Hein. Oh. Ça passe vite. Et vous faites quoi ce soir? Je sais pas encore. Vous savez pas encore? Je Faites sais pas attention. encore, Hein. Oui. Ah ben on va en parler, tiens d'ailleurs, du Oui, réveillon. on va en parler justement. Tiens, ça sera notre premier sujet. On a déjà parlé de l'alcool au volant la semaine dernière. Vous savez ce que vous risquez maintenant. Et puis si vous le savez pas, vous réécouterez le podcast de l'émission de la semaine dernière. Mais Sur maintenant, on va parler des actions pour justement éviter ce soir à ceux qui auront eu un petit coup de trop de prendre la route en étant éméchés. Exactement. Nous allons aussi parler de la voiture de l'année 2022 dans le courant de cette émission un peu spéciale, un peu consacrée à ce qui s'est passé en 2022 en général. Tous les grands événements de l'année automobile. Alors, bon, la voiture de l'année, on va parler de la vraie voiture de l'année, qui est la Kia EV6, et savoir pourquoi elle a été élue voiture de l'année. Est-ce que c'est la porte ouverte, puisqu'elle est coréenne, est-ce que c'est la porte ouverte aux Chinois pour l'année prochaine? Et puis, on parlera de ma voiture de l'année. Parce que moi ça aussi, que vous voulez qu'on vous offre? Voilà, non. Dans tous les modèles que j'ai essayés, il y en a une, qui pour moi est la vraie voiture de l'année. On en parlera. On laisse le suspense. On laisse le suspense. On jusqu'à laisse tout à le l'heure. suspense. Les grandes tendances également 2022. Tout ce qui s'est passé dans le monde du pneumatique, parce que ça a l'air de rien. Mais si t'es mal chaussé, tu vas pas loin. Il s'est passé beaucoup de choses. On c'est parlera clair. aussi du marché de l'automobile. Annus horribilis pour, pas que pour le l'automobile, marché de l'automobile. Voilà. Est-ce que ça sera mieux l'année prochaine? Mystère et boule de gomme, c'est pas sûr d'ailleurs. C'est pas sûr. Pour la voiture. Ouais. On parlera évidemment des ZFE, qui est un gros dossier cette année et qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. Est-ce que vraiment c'est applicable ou pas, les ZFE tels qu'on nous les a présentés? Socialement, moi, je vous l'ai dit, non. Pour moi, non. C'est complètement ridicule. Voilà, il faudra revoir sa copie. Je partage votre avis en plus. Et on est tous d'accord dans ce milieu de l'automobile pour dire que c'est quand même une énorme catastrophe sociale. Ça va pas bien, leurs ZFE socialement. C'est pas jouable pour tout le monde. On parlera des voitures anciennes parce que c'était important aussi cette année. C'était une année de changement aussi pour les voitures de collection. Donc on verra ça avec le. Et puis on verra plein de choses. Président de la FFVE. En fait, on a eu envie aujourd'hui avec l'ami Jean-Luc de proposer un rendez-vous sur rétrospective un peu 2022 sur ce qui s'est passé dans beaucoup de domaines. Et puis peut-être une bonne nouvelle pour finir, parce que vous savez que les constructeurs sont en train de rétro-pédaler sur 2035, la fin du thermique. Sur les voitures neuves. Nous avons vu la fin du thermique, c'est l'Europe qui a voté ça. Ils ont dit, il y aura quand même une clause de revoyure. Et puis là, les constructeurs sont en train de dire, mais attendez, c'est n'importe quoi. Donc ça réagit enfin. Je pense, oui, ça réagit enfin. Ça réagit enfin. Allez, on est avec vous jusqu'à 13h, vous le savez, pour cette toute dernière journée de l'année, avec le premier sujet qui va arriver, bien sûr, dans quelques instants. Et vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler pour participer ou écrire un mail, jeparticipe@sudradio.fr. D'ailleurs, je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons initié une jolie idée, c'est de se dire si j'ai vous... déjà des candidats, moi. Vous avez envie de participer à une de nos émissions, être avec nous en studio, vous nous écrivez, jeparticipe@sudradio.fr, pareil pour vos questions, et vous mettez, on parle auto, je voudrais venir un samedi avec vous en direct. Et ben voilà, et on vous rappellera, et puis vous viendrez nous retrouver pour vivre cette journée en notre compagnie, tout du moins l'émission déjà. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et nous allons parler de ce réveillon de ce soir, qui malheureusement va peut-être être une soirée d'accident, un peu trop arrosée pour beaucoup. Effectivement, les Français, le réveillon, le nouvel an et l'alcool au volant. Salut Anne Lavaux. Bonjour Anne. Bonjour, merci d'être avec nous pour cette dernière journée. Vous êtes déléguée générale de l'association Prévention Routière. Voilà, et vous avez dévoilé jeudi les résultats de l'édition 2022 de votre baromètre qui est consacré justement au rapport des Français à l'alcool pour le réveillon du nouvel an. Ça donne quoi? Est-ce qu'on reste assis ou est-ce qu'il y a des progrès? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que les Français vont faire la fête. C'est vrai que... vous avez raison. Merci Anne. Ma sœur Anne, merci. C'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fait 13 ans, vous savez, qu'on fait cette campagne, cette action, que vous nous suivez d'ailleurs, depuis 13 ans, et qu'on communique ce soir-là, ou en tout cas dans cette période, des bonnes pratiques. Et la bonne nouvelle, c'est que parmi les Français qui
sont concernés par ce sujet de l'alcool et de la conduite, hein, c'est-à-dire près de 4 Français sur 10 qui vont soit prendre le volant, soit avoir des invités qui vont venir ce soir et puis qui devront prendre le volant pour repartir. Eh bien, parmi ceux-là, ça y est, ils ont compris qu'on pouvait anticiper ce réveillon, que c'était pas une fête surprise, et que là, on pouvait prendre les dispositions à l'avance. Mais ça, c'est bien. En revanche, il y en a encore certains et un grand nombre qui ne nous donnent pas les bonnes solutions pour reprendre le volant en toute sécurité. Du type Alors, bon, il y a ceux qui, alors là, ils suivent les bons conseils, c'est dormir sur place. Donc vraiment, le bon conseil qu'on peut donner pour ceux qui reçoivent, c'est de faire des il y a des gens chez qui on n'a pas envie de dormir. Alors, dans ces cas-là, il faut peut-être changer d'amis. Oui, c'est ça. Vous pensez que ça paraîtrait un peu lourd de s'inviter à dormir comme ça? Vous pouvez toujours en tout cas, si vous êtes la force invitante et que vous avez la place pour recevoir à dormir, si vraiment vous voulez que tout le monde reparte en toute sécurité, c'est la meilleure solution. Chacun vient avec son oreiller. Si les danseuses du Crazy n'ont pas de lieu pour faire le jour de l'an, elles peuvent venir à la maison. Elles pourront dormir. Voilà. D'accord. Donc il n'y aura plus de place pour moi alors. J'ai compris. Donc dormir sur place, c'est une bonne solution dès lors qu'on dort une vraie nuit et qu'on ne dort pas pendant 2 heures pour reprendre le volant. Mais faire une vraie nuit, ça c'est une bonne conduction. Ou une vraie journée selon l'heure à laquelle on se couche. Voilà, ça dépend. Après, désigner, vous savez, le fameux Sam, capitaine de soirée, ça c'est une très bonne solution, mais seulement si on le fait en début de soirée et pas sur les coups de 3 heures du matin. Vous voyez ce Après, que je veux dire ? il y a sinon le taxi ou le Uber selon où on habite. Voilà, le taxi, les transports en commun, surtout la plupart des villes qui ont des transports en commun, elles les laissent ouverts toute cette nuit-là. Oui, mais Anne, excusez-moi, Anne, il y a des endroits où il n'y a pas de transport en commun la nuit et on n'habite tous pas en ville en fait. Alors, la vie est bien faite parce que souvent, les endroits où il n'y a pas de transport en commun, les maisons sont plus grandes. C'est pas faux. Donc, effectivement, on peut dormir sur place. Pour faire dormir sur place, c'est peut-être plus facile que quand on est dans 25 mètres carrés à Paris. Et puis, c'est peut-être l'occasion de faire du covoiturage aussi cette nuit-là et de, justement, en avoir un dans la voiture qui ne boit pas. Et qui pourra ramener tout le monde en sécurité. Mais notre SAM, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est qu'il vaut mieux le désigner en début de soirée. Le mieux dans ces cas-là, on tire à la courte paille ? Non, c'est pas ça. C'est que vous vous organisez pour avoir un ou une amie qui ne boit pas du tout. Qui ne boit pas du tout. Jamais. Alors ça, il y en a un qui existe. Après là, quand même, notre étude, elle nous dit que 83% des Français vont consommer de l'alcool. Vive la France. Voilà. C'est un peu la raison pour laquelle l'association Prévention Routière fait toujours cette action le soir du réveillon, parce que là, on est vraiment quasiment tous concernés. Et puis alors, petit message. Est-ce que c'est la journée, oui. Juste un petit message pour nos amis vignerons. C'est comme les boulangers, ils souffrent beaucoup de tout ce qui se passe. Donc, quitte à boire un peu avec modération, privilégiez le vin français. J'ai dit ça, je ne dis rien. Anne, est-ce que c'est une des soirées de l'année où on boit le plus ce jour de l'an ? Alors, moi, je ne peux pas vous dire exactement, mais en revanche, quand même, 83% des Français, ça fait quand même beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Et ils vont boire en moyenne 3 verres et demi, donc ça fait quand même pas mal. Et donc, je vais quand même vous parler des propositions, enfin en tout cas des solutions que nous proposent les Français et qui sont quand même pas forcément les bonnes. Alors, il y en a certains qui nous disent, on va attendre. Oui, alors, mais est-ce qu'ils vont attendre suffisamment longtemps parce que... Et voilà. C'est quoi le chiffre ? C'est 10% par heure ? C'est 0,10 grammes par heure. Voilà, c'est 0,10 grammes, oui. Voilà. Par heure. Donc, mais il y en a plus de la moitié qui ne savent pas exactement. Oui, alors le mieux, ce serait qu'ils puissent se tester. Alors ça, c'est une très bonne solution d'utiliser un éthylotest, ça c'est très bien. Mais en tout cas, attendre et se dire je vais attendre, on ne sait pas combien de temps il faut attendre, donc c'est pas une bonne solution. Je crois qu'il existe des petites applis qu'on peut télécharger sur son téléphone, éventuellement juste pour la soirée, qui vous permettent, alors évidemment, on fait un cas général, mais ça permet de savoir en fonction si on est un homme, une femme, et en fonction de sa corpulence, quelle va être la vitesse à laquelle on va éliminer l'alcool. Bon, alors de la même manière, éthylotests connectés, on appelle ça. C'est effectivement une très bonne idée, mais il vaut mieux la faire à jeun. Oui, on est d'accord. Utiliser à jeun, cette application. Est-ce que j'ai appuyé ça à ce moment-là, voilà. Donc, attendre, c'est pas forcément une bonne solution. Et puis, il y a une autre solution qui nous est proposée par les Français qui nous disent
bon, je vais limiter ma consommation d'alcool. Ouais, mais c'est vrai. Et là, voilà. Mais Il y en a général, au bout du 55%. 3e verre, ils savent plus combien ils ont bu de Non, mais verre. puis, Ils n'ont pas compté. Bah oui. Ils ont pas Non, compté. puis après, on en parlait la Et puis, semaine ça dépend dernière. des verres de quoi. Et puis ça dépend de la taille, de ce qu'on a mangé avant, complètement. du Puis poids. la taille du verre. Moi, je peux vous dire, j'ai des verres chez moi, vous en buvez 3, vous lèverez pas de table. Moi aussi. Et c'est surtout que vous savez, on dit 2 verres. Il faut prendre. Ouais, 2 verres, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts. C'est pas en nouveau. réalité, c'est exactement ce que vous venez de dire. Si vous venez chez moi et que je vous C'est sers- gentil de nous inviter. À quelle heure? vous inviter. Alors, sans les danseuses du Crazy Horse, parce que là, je vais pas avoir la place. Hein. Non, mais on viendra tous les deux. Mais si vous venez chez moi et que vous, pour l'apéritif, vous me demandez un petit whisky, je vais vous servir un whisky dans les verres à whisky classiques. Et là, en général, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour pas avoir l'air trop radine, en réalité, je vais vous servir à peu près l'équivalent de 2,5, voire 3 doses d'alcool. Donc, rien qu'avec ce qu'on aura appelé gentiment un petit whisky, vous avez déjà l'équivalent de 3 verres. Ouais. Donc, en fait, quand on dit 2 verres, on compte ce qu'on appelle les doses bars, c'est-à-dire les doses qui sont servies dans les cafés, les hôtels, les restaurants, Oui, etc. c'est ça. Mais, après, pas les doses de la maison. Et nous, on a un atelier qu'on fait beaucoup auprès de tous les publics et qui permet en fait à tout à chacun de se rendre compte que quand il sert à la maison, il est plus généreux ou il a la main plus lourde et qu'en réalité, 2 verres à la maison, ça ne correspond pas à ces 2 fameux verres qu'on a tendance à compter pour dire bon allez, c'est bon, je peux reprendre la route. Ou à moins d'avoir des verres de cafetier avec une petite graduation. Non, moi j'ai des grands verres à vin, tu Ouais. sais. Quelqu'un était venu un jour à la maison avec 2 paquets de grands verres à vin, les vins de moi aussi, Bourgogne. j'en ai des grands tu verres, vois. ouais. Et effectivement, même le champagne, moi je le sers dans les grands verres, je préfère. Donc effectivement, alors je remplis pas le verre, faut pas exagérer. On ne compte pas le nombre de verres, mais on essaye de faire attention. Parce que là, vous avez une demi-bouteille si vous remplissez le verre. Alors qu'est-ce qu'ils nous racontent d'autres, les Français? Déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Ils nous disent en gros qu'ils vont boire 3 verres et demi en moyenne. Donc ça veut dire. Et encore, ça, ce sont même... ceux qui sont. Je suis même pas sûre que les gens soient honnêtes. Et c'est la première fois qu'on en avait autant. On a près de 12% des Français qui nous ont dit qu'ils allaient boire plus de 10 verres. Ah oui. Donc, ils vont noyer leur chagrin après une année horrible. Donc ceux-là vont vraiment mieux qu'ils dorment sur place. Hein. Donc ils dorment à l'hôpital directement. Quand on le tient, quand on a un ami à qui on le tient, on le retient. Voilà. Divers, mais ça dépend, c'est divers. Ça peut être divers vins de Bourgogne, divers vins de. Alors là, moi je suis pour les vins. Je suis pour les vins. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est vrai que ça fait quand même une grosse proportion. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'ils vont faire la fête, ça c'est bien. Qu'ils vont consommer de l'alcool ce soir-là, écoutez, il n'y a pas de souci avec ça. Nous, le seul sujet, c'est l'alcool et la conduite. Et là, on a effectivement 43% des Français, c'est quand même pas mal, qui vont être concernés, soit pour eux-mêmes, soit pour les autres. Donc là, c'est là qu'on dit, voilà, vous qui êtes en train peut-être de préparer le réveillon de ce soir, envoyez un petit SMS à vos amis en disant viens avec ton sac de couchage ou ton oreiller, comme ça tu dormiras dans un coin et ça te permettra de ne pas avoir à te préoccuper de la manière dont tu fais la fête ce soir. Principalement pour les jeunes permis, on va leur rappeler que quand même s'ils se font prendre, le permis saute en même temps. Donc, après, on démarrerait très mal l'année. Vous avez raison que les permis probatoires, c'est pas le même dosage. Tout à fait. Les 3 ans de permis probatoire, c'est 0,2. C'est 3 ans pour ceux qui n'ont pas fait la conduite accompagnée, c'est 2 ans pour les autres. C'est 0,2, donc autant dire que 0,2 c'est un verre, voilà. C'est à peine un verre. Non, puis, vraiment pas. Au-delà de ça, il n'y a pas que les gens qui font la fête chez les uns ou chez les autres. Il y a aussi des grandes soirées qui sont organisées ou dans la salle de fête des villages ou au restaurant du coin. Au-delà de ça, la vie est plus importante que tout. Donc, si vous décidez de boire, vous laissez vos clés de voiture, y allez à pied, vous débrouillez, prenez le taxi. Mais pensez à votre vie et à celle des autres. D'accord. Merci Anne Lavaux. Merci, d'accord. Merci beaucoup et merci de relayer ce message Anne. très important. Voilà. Bon, on va avoir quelqu'un là qui certainement a beaucoup bu pour oublier cette année horrible. On va parler avec François Roudier, qui est directeur de la communication de la PFA. On va parler des chiffres de vente d'automobiles de cette année. Et je pense qu'il va noyer son chagrin dans l'alcool ce soir. Dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Sud Radio, on parle auto. Et tout de suite, on continue cette émission un peu rétrospective de ce qui s'est passé en 2022. On accueille quelqu'un qu'on aime beaucoup. François Roudier, bonjour. Bonjour. Bonjour François. Directeur de la communication de la PFA, plateforme
de la filière automobile. Filière automobile. Constructeur et équipementier. Voilà. Donc François, on évoquait avec Anne Lavaux, qui est la déléguée générale de l'association Prévention Routière à l'instant, l'alcool, et je disais que vous alliez sans doute ce soir noyer votre chagrin dans l'alcool, parce que ça a été une annus horribilis. Oui, annus horribilis pour le marché automobile français. Clair, ouais. Après 2 ans de crise sanitaire, le marché a continué à plonger. Il va se vendre combien de voitures cette année? Déjà, je ne boirai pas, parce qu'il faut quand même que je sois en forme pour pouvoir expliquer ce qui se passe dans le marché automobile. Et puis, effectivement, quand on conduit, on ne boit pas. Voilà. Bon, alors cette année, le marché continue à être dans les eaux très basses qu'on a connues depuis plusieurs années. Alors là, on va avoir un marché qui risque même d'être plus bas que celui de l'année dernière, de peu, mais ça a l'air d'être quand même très très difficile d'arriver aux chiffres de l'année dernière. On va tourner autour de quoi là? Parce qu'on n'a pas les chiffres définitifs encore, on les aura lundi. 1,5 million. Il faudrait qu'on fasse 1,6 million, plus de 1,5 million, on n'arrivera pas, je pense. On n'arrivera pas. On verra. Alors, on n'y arrivera pas, non pas parce que les choses ne se vendent pas, mais en grande partie aussi parce qu'on ne peut pas livrer. Il y a des on va en parler juste après. Mais François, juste pour rappeler les grandes années, enfin les années normales, on va dire ça comme ça, on est à quoi? 2 millions On est à 2 millions, voilà. Alors, une année normale, c'est plus de 2 millions de véhicules neufs vendus en France. D'accord. Tout constructeur confondu. Il va manquer plus de 400, entre 400 et 500 000 véhicules, c'est pas rien. Exactement, c'est-à-dire qu'on se retrouve par rapport à l'année d'avant Covid, à un marché français qui a perdu un tiers de son volume. Ce qui est quand même assez impressionnant. Un tiers du volume, ça fait un tiers de voitures qui n'ont pas été produites et qui ne viendront pas sur le marché de l'occasion. Vous voyez, il y a une répercussion très très lourde de la c'est les vases communicants. De vente. Voilà, en plus, il n'y aura pas de rattrapage, parce qu'on peut se dire quand il y a un creux et derrière, il peut y avoir un sursaut, mais là, il n'y aura pas de rattrapage, parce que la crise des semi-conducteurs, vous m'arrêtez si je me trompe, elle continue. L'augmentation des matières premières, ça continue. Les tarifs continuent de monter. Les tarifs des voitures neuves continuent de monter. Ça veut dire que les gens qui s'appauvrissent pourront de moins en moins acquérir des véhicules neufs. Donc on est dans une crise qui risque malheureusement de se prolonger longtemps. Oui, c'est une crise qui n'est pas que française. C'est-à-dire que les voitures qu'on ne trouve pas en France, on ne les trouvera pas en Allemagne ou en Italie. On a à peu près le même phénomène partout. Ce qui semble en plus accentuer ce problème des semi-conducteurs, des livraisons, le problème du prix des matériaux qui augmente, tout augmente, l'aluminium augmente, le lithium, no comment, explose dans ses prix. En plus, on voit très bien que finalement, les Français qui ont les moyens d'acheter des véhicules neufs vont vers des véhicules plutôt chers. Donc, vous avez de toute façon de la part des vendeurs la volonté de marger un maximum sur les véhicules qu'ils vont vendre, puisque de toute façon, ils ne vont pas se rattraper sur le volume. Donc, on a ce double effet des Français qui ont encore les moyens d'acheter des véhicules neufs, qui prennent des véhicules très équipés, plutôt haut de gamme, et puis les vendeurs qui favorisent ces ventes-là. Est-ce que ça veut dire... Sur le marché de l'occasion, on voit que nous avons sur les véhicules récents, c'est-à-dire les véhicules qui ont 2, 3 ans, voire 5 ans, une augmentation du prix des véhicules d'occasion. Ah oui. Mais ça ne fait pas sembler... Excusez-moi, François. François, il ne nous écoute plus, là. François, est-ce que c'est... Le prix des voitures d'occasion qui a explosé, il semblait qu'en cette fin d'année, ça basculait dans l'autre sens, que les prix redevenaient à peu près corrects. Alors oui, les prix redeviennent corrects pour une raison statistique, c'est qu'il n'y a plus de voitures à vendre. Donc, vous n'avez plus de voitures récentes et l'essentiel de l'occasion se fait sur des véhicules de plus de 10 ans, voire de plus de 15 ans. Donc, on est sur un marché, je crois, si je me souviens vaguement du chiffre, je crois que c'est 54% du marché se fait entre particuliers sur des véhicules de plus de 10 ans. Oui, alors là, je vais me permettre d'être un peu sarcastique. L'État qui voulait renouveler le parc plus rapidement, c'est raté, on va dire ça comme ça. Clair. Écoutez, ce qu'on voit, et je crois que nos auditeurs le voient aussi chez eux, c'est qu'on voit une multiplication des véhicules anciens
dans les ménages, c'est-à-dire que les ménages qui avaient 3 voitures ou 2 voitures maintenant en ont 4, voire 5. Moi, je suis très très surpris de revoir des véhicules comme des Super 5 qui ressortent. Tout simplement pour de nombreuses raisons. D'abord, il y a eu une peur du virus qui a fait un boom des véhicules d'occasion à la sortie du Covid. Et puis les gens qui nous font une excellente publicité pour les ventes automobiles actuellement sont plutôt les gens des transports en commun. Et je ne vous cache pas que moi, ayant des amis. Vous avez des amis dans les syndicats à la SNCF, c'est ça? Voilà, exactement. On nous a accusés d'être derrière le lobby automobile, derrière les grèves. Mais non. On n'y avait même pas pensé. Mais non. Et malgré les grèves, le marché est resté mauvais, c'est ça? Et ça veut dire le quoi? Le marché est resté mauvais, mais vous avez un parc automobile qui est en train d'augmenter. Alors on n'a pas les chiffres, mais en train d'augmenter. En train d'augmenter, tout à fait, parce que les voitures. Parce qu'on ne met pas les vieilles voitures au rebut. Mais alors dites donc, François, vous êtes dans un schéma géographique en France où les transports en commun sont totalement déficients. Mais bien sûr. Vous êtes à la campagne, vous habitez Montluçon, vous êtes à la faculté à Clermont-Ferrand, et vous avez besoin d'une voiture. Donc tout ça fait qu'on a une multiplication de véhicules chez les ménages. Mais dites François et l'ami Jean-Luc, vous qui êtes aussi un expert auto, là je vous enlève votre casquette de présentateur 2 secondes. On va avoir un problème de sécurité, puisque si le parc auto se vieillit de plus en plus... il vieillit, il va y avoir un problème de sécurité sur les routes. Il est à 11, il a dépassé 11 ans. Je ne parle pas d'écologie, moi. Là, je ne parle pas d'écologie, mais je parle vraiment de sécurité. De sécurité, oui, bien sûr. Oui et non, parce que regardez la qualité des véhicules, même la qualité des véhicules les années 80-90, on voit que finalement... la motorisation tient bien, les carrosseries ne rouillent plus, les problèmes électroniques qu'il y a pu y avoir... puis on a l'ABS qui est en série déjà depuis... On a l'ABS en série, donc vous avez quand même... Parce que j'ai eu peur là quand même. Des airbags un peu partout. Regardez, on voit de temps en temps, moi qui roule beaucoup, je vois des véhicules accidentés sur les routes nationales ou autoroutes. On voit tout de suite qu'il y a déclenchement des airbags, même sur des véhicules qui ont été produits il y a 10-15 ans. Alors évidemment, c'est pas le cas de la petite Clio. On est sur des véhicules qui finalement vieillissent très bien. Mais alors du coup demain, 2023 2023. Alors moi, je vais faire l'oiseau de mauvais augure. J'espère que vous allez dire le contraire, François. Moi, je vois 2023 comme une année peut-être encore pire que 2022. Alors c'est une année difficile parce qu'effectivement, on sent effectivement qu'il y a une inflation qui arrive. Donc ça, c'est un problème. Les prix des carburants peuvent bouger et vous avez déjà ils vont prendre 10 centimes lundi matin, enfin demain. Voilà, et vous avez des répercussions assez complexes sur le prix des carburants. Par exemple, vous n'avez plus de chauffeurs d'Europe de l'Est, du nord de l'Europe de l'Est, de Lituanie, d'Estonie, parce que ces gens qui avaient des camions porte 8, donc pour porter 8 voitures, pouvaient rentabiliser leur trajet en venant d'Estonie avec un carburant faible. Si le carburant est trop fort, ces gens-là ne viennent pas. Donc ils vont encore plus limiter le nombre de livraisons possibles. Vous voyez que les répercussions sont vraiment extrêmement complexes. Je ne vous parle pas des camionneurs ukrainiens qui, eux, sont dans des tranchées avec une Kalachnikov. Il y a Toyota qui va vendre. En fait, Toyota qui fait ses voitures en France, lui, il va vendre. Oui, mais à condition de pouvoir les livrer. Il faudra aller les chercher à l'usine, comme on faisait en Allemagne pendant un moment. Les clients Mercedes allaient à l'usine prendre livraison de la voiture. C'était très bien parce qu'ils visitaient l'usine, et puis ils prenaient livraison de leur voiture. Pareil chez BMW en Allemagne. Pourquoi pas faire ça en France ? Oui, mais nos clients de Biarritz, je ne sais pas s'ils ont tellement envie d'aller à Toulouse ou à Sochaux chercher leur voiture. Mais s'ils prennent le train en début d'année, puis ils arrivent en fin d'année... Et puis, non, mais c'est pas ça. Mais Yaris, c'est dans les Hauts-de-France, qui est une très très belle région à découvrir pour les gens qui connaissent pas. Voilà. Mais sérieux, c'est très très chouette. S'il y a des tours opérateurs qui nous écoutent, voilà des idées. On est de très gros problèmes et la logistique actuellement. Ça, c'est du marketing, Jean-Luc Moreau. Très bien. C'est ce qu'on suit de près nous à la plateforme automobile, parce que vous avez plein de facteurs. Alors, je vous parle pas de l'arrivée des semi-conducteurs qui est un peu erratique. Les problèmes en Chine à l'heure actuelle peut-être permettront d'avoir plus de semi-conducteurs pour les autres zones géographiques. Donc ça limiterait les non-productions de véhicules. Mais on est encore... Vous savez, on calculait l'autre... Il y a quoi à peu près au début du mois, on essayait avec différents amis experts automobiles de faire une prévision sur 2023. Et on se rendait compte qu'il y a tellement d'inconnus qu'on est au doigt mouillé et on n'a aucune prévision possible claire sur 2023. À vivre donc.
Bon, ben ça tombe bien parce qu'on À va en suivre. parler pendant tout 2023, François. Bon, François, merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce dernier jour de l'année pour ce samedi 31 décembre. On vous retrouvera évidemment en 2023, François. Eh bien, Oui, à l'année bien sûr. prochaine, chers amis. Oui. Avec beaucoup de bonheur. On vous embrasse fort et puis évidemment, Lou, Bon on continue. Ouais, bon réveillon. Et puis bonjour à votre dame, que j'aime beaucoup, vous le savez. Merci, Laurence. On continue notre rendez-vous jusqu'à 13h et à suivre, ce sera la découverte dans l'essai de la semaine de ce que Jean-Luc Moreau, monsieur Jean-Luc Moreau de Sud Radio, dans On parle auto, et estime être la voiture de l'année. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous le savez, c'est notre rendez-vous de l'essai de la semaine. Un essai de la semaine entièrement filmé par le réalisateur, animateur, garagiste Jean-Luc Moreau. Oui, alors que j'ai déjà filmé à l'époque, puisque évidemment c'est une voiture que j'ai tournée dans l'année. Et que nous allons retrouver sur la page YouTube de Sud Radio mais il dans faudra son aller chercher... intégralité. Oui, il faudra aller chercher dans l'historique de YouTube. Alors, parce que j'ai pas refilmé la même voiture. Non, on va Je me faire suis remonter. dit, tiens, cette année, on aura d'ailleurs Didier Laurent avec nous, qui est membre du jury de la voiture de l'année juste après pour parler de la vraie voiture de l'année. Mais moi, à chaque fois, j'ai une petite frustration parce que je me dis, c'est pas cette voiture-là pour laquelle j'aurais voté. En plus, celle-là, elle est plutôt inscrite sur la voiture de l'année prochaine, 2023. Mais alors, pour donc moi, là, la voiture de l'année, on va arrêter Sud le Radio, suspense. Ouais. année Sud Radio. La voiture de l'année Sud Radio, c'est la Dacia Jogger. Ah. Voilà. Pourquoi? Alors, je vous explique pourquoi. D'abord, parce que c'est la plus grande des Dacia, 4,55 m de long. Elle remplace une voiture qui s'appelait la Logan MCV et le monospace Logi. Elle remplace deux voitures qui étaient moches. Voilà. Alors que celle-là, c'est le mélange d'un break et d'un ludospace plus un SUV. Et franchement, cette sorte de couteau suisse a d'abord un rapport prix-habitabilité sans concurrence et elle est plutôt jolie. Elle est sexy avec ses ailes marquées, des porte-à-faux restreints, une garde au sol de 20 cm. Bref, ça le fait, quoi. Vous avez des phares LED comme sur... alors qui sont beaux, hein. Je le redis parce que le LED est beau. Voilà. Comme sur les voitures haut de gamme. Vous avez un espace de chargement qui est juste géant. 708 décimètres cubes en 5 places. Vous pouvez mettre mémé son fauteuil roulant. Même 2094 litres. Les sièges rabattus. Elle est également disponible en 7 places pour ceux qui dormiront chez des amis cette nuit et qui risquent peut-être d'avoir des enfants en plus. Donc vous avez les deux sièges de troisième rangée qui offrent même une place suffisante pour des adultes. Ils se démontent facilement, ils ne pèsent que 10 kg. Bon, l'empattement géant procure une bonne habitabilité à l'arrière et puis une garde au toit généreuse. On peut même se balader avec un chapeau de forme derrière. Bon, il y a un petit décrochement que je trouve assez joli sur la porte. Ça m'évoque, vous savez quoi, la Matra Rancho. Vous vous souvenez de la Matra Rancho, non? C'était avec un avant de Simca en sang et puis on avait greffé un arrière. Non, c'est le premier vrai SUV, c'est la Matra Rancho, je suis désolé. Attends, je vais voir vite fait sur Internet. Voilà, bon, on est bien installé à l'avant. Ah oui! Comme dans une Sandero, on est bien installé, c'est une Sandero devant. Si on se retourne pas, on a l'impression d'être dans une Sandero. Voilà, si les enfants crient pas à l'arrière, on se dit chouette, je suis dans ma Sandero tout seul. Bon, on peut régler le siège conducteur en hauteur, le volant en profondeur, bref, c'est bien quoi. Il y a une planche de bord, je vous l'ai dit, on est dans la Sandero et sur ma finition, j'avais un bandeau textile sur la planche de bord, ça fait chic. On se croirait dans une voiture beaucoup plus chère. Alors dès le modèle de base, en plus, les équipements sont suffisants. Vous avez un système de freinage automatique d'urgence, un détecteur d'angle mort, une aide au démarrage en côte, un limiteur de vitesse, l'allumage automatique des feux, un lave-vaisselle, une machine à café. Non, ça c'est pas vrai. Vous avez un système média géométrie variable avec... on sent que c'est la fête ce soir. Le MaxiNav avec navigation, la connectivité sans fil, Wi-Fi, 6 haut-parleurs de prise USB, enfin voilà. Bon, bref, vous pouvez en plus après implémenter l'équipement, on va appeler ça d'infodivertissement. Bon, sous le capot, le modèle d'essai a un moteur. Alors il y a deux moteurs 3 cylindres qui sont disponibles. Essence, il n'y a plus de diesel dans la gamme. Il y a le moteur Eco G100 de notre essai qui est bicarburation essence GPL. Et c'est très bien le GPL à 80 centimes. Il développe 100 chevaux en fonctionnement au GPL. C'est suffisant car la voiture elle est pas très lourde, 1250 kg malgré son gabarit raisonnable. Vaut mieux rouler au GPL
GPL. D'abord parce qu'on n'a que 91 chevaux à l'essence, et puis que le moteur est plus tonique avec une sonorité qui est un peu plus rauque quand on roule au GPL, et puis surtout ça coûte moins cher. D'ailleurs, la voiture est assez silencieuse, sauf quand on sollicite fortement la mécanique. Elle est surtout très confortable, avec des pneus de 16 pouces, mais avec des flancs qui sont hauts, donc il y a de l'air dedans, donc on passe dans les trous, on n'est pas secoué. Mais malgré ça, la tenue de route, elle est très saine à la limite. C'est plus la déformation du flanc des pneus qui élargit un peu la trajectoire en virage si on décide de rouler comme un champion du monde de rallye, mais c'est pas fait pour ça. Bon, en revanche, j'ai trouvé que le freinage manquait un petit peu de mordant et que le guidage de la boîte de vitesse était perfectible. Faut bien trouver des défauts, sinon on va dire oh là là, mais il est acheté par Dacia. Non. Alors, un autre défaut, c'est que Dacia annonce une conso de 7,7 litres en GPL et 6 litres en essence. Moi, j'étais plus à une consommation de 9 litres et plus au GPL. Donc, il faudra vraiment avoir le pied léger si vous voulez faire des économies. Mais le carburant coûte moitié moins cher qu'un litre d'essence. Donc, ça vaut le coup. On a 2 réservoirs en plus, 48 litres de GPL, 50 litres d'essence. Ça permet d'aller très loin. Les prix, au moment où je l'essayais, ils étaient absolument sans concurrence. Vous êtes assise, c'était 17 700 € pour la version que j'avais essayée, en éco G100 avec 5 places. Vous savez combien elle vaut aujourd'hui ? On n'est pas 2 ans après. Non, on est 10 mois. On est 10 mois après. Elle vaut 20 600 €. Il y a eu 16% d'augmentation sur les prix. C'est 2 900 € de plus. Voilà. C'est beaucoup, hein ? Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc ceux qui m'ont écouté au moment où j'ai fait l'essai, où j'ai dit c'est la bonne affaire du moment, ils ont vraiment fait une bonne affaire. Ils ont gagné 3000 balles en plus. Et je me suis... ça reste une voiture que monsieur tout le monde peut acheter. Et puis voilà, c'est le rapport qualité-prix reste et qui est en plus écologique quand elle roule au GPL. Et alors j'ai retrouvé votre vidéo, votre essai filmé. Donc on a demandé à Maël qui réalise cette émission, on va le remettre en début de sur YouTube, voilà, sur la page YouTube Sud Radio, on parle auto. Et c'était donc il y a 10 mois l'essai Dacia Jogger, donc c'était en février en fait. Exactement. Et maintenant on va pouvoir pourrir Didier Laurent qui doit être avec nous, journaliste, membre du jury de la voiture de l'année. Et qu'on va retrouver dans quelques instants. Ah, dans quelques instants. Allez. Ah bah tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Et on continue de parler de ces voitures de l'année. Alors après le choix... Oui, on va parler de la vraie. Oui, le choix de Jean-Luc Moreau. Oui, mais l'autre, c'était le vôtre. C'était un vrai choix quand même. Tiens, monsieur Didier Laurent. Bonjour. Grand journaliste, membre du jury de la voiture de l'année. Bonjour Didier. Comment ça va ? Ça va bien. Super. Apparemment, j'ai cru comprendre que j'allais me faire pourrir. Donc mais non, vous allez comprendre tout de suite parce que j'ai fait moi mon choix de la voiture de l'année. En plus, j'ai aucun problème à influencer le jury puisque je suis tout seul. Donc voilà. Et comme je m'entends très bien avec moi-même, j'ai élu la Dacia Jogger voiture de l'année. Elle a été éliminée de 2023, la Jogger déjà. Alors. Moi, je vais être tout à fait transparent. Vous savez que chaque membre du jury doit voter pour 7 voitures dans un premier temps. Chacun fait sa propre shortlist et c'est au nombre de nominations que la voiture arrive en finale. D'accord. Moi, de manière très transparente, je peux le dire, j'avais mis le Dacia Jogger dans cette liste. Très bien. Pour les raisons que vous avez évoquées avant. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que on est 22 pays, il y a 60 membres, avec des sensibilités différentes, avec des disponibilités de voitures différentes, avec, je dirais, une appétence pour certains carburants différentes aussi. Nous, on aime bien le GPL, en tout cas pour les Dacia. L'Italie l'adore, mais il y a des pays qui utilisent quasiment pas de GPL, donc il n'y a pas le même intérêt que pour nous. Et donc, voilà, les sensibilités de chacun. Il y a aussi peut-être que certains sont plus sensibles aux notes Euro NCAP que nous, on peut l'être. Et c'est vrai que Dacia a quand même fait... ils n'ont pas eu des bons résultats, c'est vrai. Ils ont choisi de ne pas dépenser beaucoup d'argent pour avoir les 5 étoiles parce qu'il aurait fallu les répercuter sur le prix final pour le client. Et quand on voit déjà les augmentations de prix que tout le monde a dû faire ces derniers temps, imaginez si on voulait une Dacia 5 étoiles, elle coûterait 30 000 €. Quoi. Donc au bout d'un moment... alors, il faut faire des choix. J'ai mon propos. Mais en tout cas, il faut être raisonnable et à un moment donné, c'est pas le sujet du jour. Didier, est-ce que vous nous entendez, Didier? Je pense que Didier est tombé dans un... Alors là, oui, vous nous entendez?
En fait, on a dû récupérer le Bluetooth, parce que Didier doit être en voiture. On a dû récupérer le Bluetooth. Je pense que c'est ça. Et c'est quelqu'un d'autre, ouais. Bon, quelqu'un dans la voiture. Il a dû sortir la voiture. Ouais. On va laisser... Allô, Didier. Oui, il est revenu. Alors Didier, comment s'appelait la jeune personne qui était à vous? Alors, c'est ma fille Clarisse. Voilà. En fait, c'est votre téléphone qui s'est déconnecté de la voiture? Non, c'est le contraire. Il s'est reconnecté à la voiture, c'est ça? Non, mais il y a eu un moment où ça s'est déconnecté. Ça me fait souvent ça. Non, mais il est à l'extérieur. On va tout expliquer. Vous êtes à l'extérieur de la voiture et en fait, ça s'est reconnecté dans la voiture. C'est ça? Ma fille s'est approchée. Je lui ai dit va-t'en. Oui. Mais le temps qu'elle parte, voilà, je suis désolé. Mais il n'y a pas de souci. C'est un moment de vie sur Sud Radio. Ouais, bon, Didier, pour revenir à nos moutons, voiture de l'année, Kia EV6, première fois qu'une voiture coréenne est élue voiture de l'année, donc ça a fait plaisir au groupe Hyundai Kia. Surtout, c'est une voiture électrique de nouvelle génération. Est-ce que il y a un complexe Toyota hybride au sein du jury? Parce que c'est vrai que dans le jury de la voiture de l'année, il y a un paquet de voitures qui ont réellement révolutionné le monde de l'automobile, qui n'ont pas été élues. Est-ce que là, vous avez pris les devants? Alors, en tout cas, je pense que c'est vraiment la plateforme 800 volts qui avait joué dans ce vote-là. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien que même Renault, voilà. Ouais. Et tout le monde va y arriver, mais plutôt en 2025. Donc là, pour cette fois-ci, ils ont vraiment été devant les autres. Après, il y a eu la question du design, de la sensibilité de chacun. Et puis, il y a aussi, je pense qu'il y a eu quelque part, il y a la célébration d'un niveau de qualité qui avait jamais été atteint auparavant par une marque coréenne. On se souvient tous des Hyundai et des Kia. Qui faisait rigoler il y a 15 ans, quoi. Il y a 15 ou 20 ans, on était quand même très très loin de ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, que ce soit en termes de design, de qualité de construction ou de technologie. Et donc, en fait, ils ont réussi à amener une technologie qui était que chez Porsche et chez Audi, sur des modèles à 150 000 euros, sur des voitures certes encore chères, 60 000 euros, mais moitié moins cher, presque 3 fois moins cher. Et qu'on peut quand même aussi, pour les entreprises, acheter à un prix qui reste humain, je dirais. Ouais. Est-ce que c'est pas la porte ouverte, ce que vous venez de dire, en disant il y a 20 ans, les voitures coréennes, c'est vrai que ça nous faisait sourire, on n'imaginait pas qu'un jour, ils feraient des voitures meilleures que les nôtres, je vais le dire. Est-ce que c'est pas la porte ouverte, justement, aux constructeurs chinois? Ils sont un peu dans la même logique de progression, sauf qu'ils vont encore plus vite. Alors, ils sont dans la même logique et en plus, on les aide à aller encore plus vite. Parce que, avec le tout électrique, oui, c'est vrai. En passant au tout électrique, on élimine de facto le problème du thermique, qui était une des choses qu'ils ne savaient pas tellement faire, alors qu'ils sont très forts sur l'électrique. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a, regardez qui fabrique les batteries qui sont dans toutes nos voitures électriques, elles viennent pour la plupart de Chine. Les Chinois, les Coréens, voilà. Voilà. Il y a, sur le top 10 des fabricants de batteries, il y a 8 Chinois, 2 Coréens. Donc vous imaginez bien que, évidemment, ils ont une avance sur ce sujet. Un moteur électrique, c'est pas tellement difficile à faire. En tout cas, c'est moins difficile qu'un moteur thermique. Après, il suffit d'avoir des bons informaticiens qui vont faire des logiciels qui vont traiter la partie management thermique de la voiture et donc tout ce qui découle de la batterie, consommation, bien sûr. Et donc oui, c'est sûr que certaines marques chinoises qui commencent à émerger. Mais regardez, on prend le simple cas d'MG. Donc MG, fabricant en chinois qui est possédé par SAIC, donc une entreprise d'État chinoise. Regardez à quelle vitesse ils s'installent sur le territoire et regardez les ventes. Ils vont faire 10 000 ventes en 10 000 immatriculations en 2022. Il y a beaucoup de marques en France qui y sont importées depuis bien plus longtemps, qui voudraient bien faire ça. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a une avancée chinoise qui est très importante, même, je dirais, asiatique. Si on regarde avec le petit constructeur, petit VinFast, mais qui est le seul constructeur vietnamien, les voitures, on les a pas encore conduites, mais elles ont l'air d'être quand même plutôt bien construites. Ouais. Pour revenir aux Chinois, est-ce qu'un Chinois peut être voiture de l'année? Là, tout de suite, je crois pas. Mais il y en a dans la sélection 2023? Alors, il y en avait au départ, il y en a pas en shortlist, mais il y en avait au départ, puisque de facto, toutes les voitures qui sont commercialisées dans l'année dans un volume suffisant sont dans la longue liste. Donc, tout ce qui était MG4, MG5 était déjà là. L'année d'avant, il y avait l'Highways. Donc, elles sont de facto déjà concurrentes. Après, elles passent le cut ou non, mais en tout cas, elles sont là.
Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'une voiture chinoise sera un jour voiture de l'année? Bon, il faut quand même répondre à 2 critères de base pour avoir une chance d'être élu. C'est soit renouveler un modèle avec vraiment quelque chose de très nouveau, ou apporter quelque chose dans un segment où on n'était pas, avec beaucoup de classe, beaucoup de technologie. Donc peut-être qu'ils n'en sont pas encore tout à fait là, mais il faut reconnaître qu'ils apprennent vite. Ils apprennent vite. Est-ce que cette année voiture électrique élue voiture de l'année, est-ce que ça veut dire que à l'avenir plus aucune voiture thermique n'a de chance d'accéder au titre? Alors, je vais vous répondre en 2 temps. Je crois que d'abord, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde de la mobilité, la clause de revoyure de Thierry Breton qui fait hésiter un petit peu tout le monde. On va en reparler à la fin de l'émission d'ailleurs. C'est le gros sujet de la fin de l'année. Ouais. J'imagine que c'est un sujet important. Il y a quand même pas mieux pour jeter le doute chez tout le monde. Ouais. Ouais, surtout les constructeurs qui se taisaient jusqu'à présent, qui commencent à dire, écoutez, c'est une connerie. Ah, ils le disaient, moi je l'avais entendu, ils le disaient entre eux. Maintenant, ils commencent à communiquer sur le sujet. Donc, la clause de revoyure, elle arrivera peut-être même avant. Et c'est ça, exactement. Et le deuxième point, moi, je pense que une voiture thermique a encore ses chances, et j'espère même qu'il y a encore ses chances. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des constructeurs qui font des hybrides, pas des hybrides rechargeables, des hybrides standards, mais qui arrivent à être dans des zones de CO2 tellement basses qu'il n'y a même plus besoin d'acheter une hybride rechargeable pour éviter la TVS, finalement, on a déjà fait pas mal de boulot quand on arrive là. Et donc, c'est ce qui explique aussi le début de l'effritement des ventes de PHEV en Europe. Ouais. Donc, oui, parce qu'en plus, si on marie un hybride, donc avec un moteur thermique, avec un carburant produit différemment des carburants traditionnels, c'est-à-dire sans pétrole, que ce soit du biocarburant ou du carburant de synthèse, là on arrive à des niveaux de pollution et des niveaux d'émissions de CO2 globaux qui sont beaucoup plus bas, même peut-être plus bas que certains véhicules électriques. C'est l'autre sujet, parce qu'effectivement, après, il faudra regarder, non pas du puits à la roue, mais il faudra regarder surtout le cycle de vie. Il faudra prendre en considération la fabrication, l'utilisation et le recyclage de ces voitures-là. Mais effectivement, si on arrive à faire des carburants de synthèse qui vont non seulement équiper les nouvelles voitures, mais qu'on pourrait mettre dans les voitures existantes, je dirais, sans mauvais jeu de mots, je dirais que celui qui invente ça sera le roi du pétrole. Oui. Bon, Porsche est bien parti pour, mais on espère alors que... lui, Porsche, il faut faire attention au coup de com', parce que moi, j'ai fait un bête calcul. La production annuelle à 100% de sa capacité, c'est-à-dire en 2026, on pourrait alimenter 3 jours le marché français. Avec ce que l'usine est capable de produire. C'est 2 fois plus que cette année, si on compte les grèves Donc, il faut savoir raison garder sur ce sujet. Merci beaucoup Didier Laurent. Merci Didier Laurent, bonnes vacances. Journaliste et puis bonne année. Journaliste auto, expert auto, bonne année. Non, pas aujourd'hui, c'est demain, s'il vous plaît. Bon réveillon ce soir, déjà. Ah mais les garçons, je vais vous gronder. Didier Laurent, journaliste et membre du jury de la voiture de l'année, était avec nous dans On parle auto sur Sud Radio. À suivre dans On parle auto. Et avant le retour de l'info de midi, on va parler de ce fameux tournant électrique que semble prendre tout le monde de l'automobile. J'ai envie, comme vous l'avez fait d'ailleurs, Jean-Luc Moreau, de mettre un point d'interrogation derrière cela. À tout de suite sur Sud Radio. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et toujours avec vous, vous le savez d'ailleurs aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pouvez continuer de nous appeler pour participer à l'émission, poser vos questions à l'ami Jean-Luc, être avec nous en 2023 en studio ou au téléphone pour par exemple choisir votre auto. Par exemple, 0826 300 300 ou je participe @sudradio.fr. Nous envoyons un mail qui va arriver dans notre boîte mail grâce à la Fée Électricité sur lesquels tous nos ordinateurs sont branchés. On va parler du tournant électrique de l'année 2022. La Fée Électricité, il y a tout ce qu'on a autour de nous fonctionne à l'électricité. Donc la question qu'on s'était posée en début d'année 2022, c'est est-ce que justement l'automobile allait franchir le pas et que 2022 serait l'année de transition du passage du thermique à l'électrique. Il y en a eu des choses quand même. Et non. Oui et non. Alors déjà, mon avis perso, parce que j'ai défendu l'électrique, ça fait 17 ans que je défends les voitures plus propres. Bon, il y a évidemment les voitures électriques dedans. Il y a aussi le GPL. Exactement. Mais il y a un truc que je trouve complètement débile, et je dis le mot débile volontairement, c'est la monoculture.
On parle vrai sur Sud On Radio. a fait tout diesel pendant 15 ans et là on nous dit faut arrêter le diesel, faut arrêter l'essence, faut arrêter les moteurs thermiques, faut faire tout électrique. Mais c'est débile, c'est con. Voilà. Mais c'est pas parce que c'est débile que c'est con que ça véhicule n'existe adapté pas. à chaque usage et en fonction des usages de chacun, on choisit la voiture la moins polluante. L'électrique a sa place, les véhicules thermiques ont leur place, les biocarburants ont leur place, le diesel a sa place pour le gros rouleur qui va faire de l'autoroute à la condition qu'il soit correctement dépollué, ce que font les constructeurs aujourd'hui. Donc toutes ces solutions doivent cohabiter. La solution, c'est ça. C'est pas la monoculture. Donc, est-ce que l'électrique 2022, l'année de l'électrique? Oui, en quelque sorte, parce que les ventes, c'est vrai, ont augmenté quand même de façon significative. D'ailleurs, tiens, au mois de novembre, la voiture la plus vendue en Europe, toute catégorie confondue, c'est la Tesla Y. Ouais. Voilà, la Tesla Y, elle s'est vendue... Ça prouve bien qu'il n'y a pas eu quand même beaucoup de voitures de vendues. Alors, on va expliquer pourquoi. Elle s'est vendue à 19 169 exemplaires. Le modèle qui s'est le mieux vendu derrière, c'est la Dacia Sandero. Donc là, on voit que c'est le grand écart qui s'est vendu à 18 781 exemplaires. Alors, il faut expliquer aussi que Tesla a une politique de livraison qui est assez particulière. Déjà, c'est Tesla qui livre directement aux clients. Vous n'avez pas de concessionnaire Tesla, ça appartient à la marque. Et il livre, on va expliquer, par paquet. C'est-à-dire qu'en gros, tiens, y a un colis qui vient d'arriver, on le défait, puis tous les clients qui attendaient, on leur livre les voitures. Donc il y a des mois où le bateau, il n'est pas là, et donc il y en a moins à livrer. Et puis il y a des mois où il y en a plus. Et en général, les mois de fin d'année, il y en a plus à livrer. Donc là, on peut déjà parier que on n'a pas les chiffres de décembre, mais qu'en décembre, la Tesla Y va être aussi sur le devant de la scène. Est-ce que pour autant ça veut dire que ça y est, la voiture électrique a supplanté la voiture thermique? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que les ventes augmentent. Bon, après, il y a, et ça on commence à le mesurer franchement en fin d'année. On a le pourcentage des voitures électriques? On parlait de 3%. C'est 10%, maintenant c'est 10%. Ouais, ça a augmenté. Oui, ça a augmenté. Oui, ça a augmenté. Maintenant se pose la problématique de la recharge. Et là, elle se pose vraiment. Elle se pose pour plusieurs choses. Parce que d'abord, vous avez... Alors, on ne parle pas de la recharge à domicile, qui représente quand même 80% de la recharge. La recharge à domicile est à des tarifs, en tout cas en France, qui sont encore très accessibles, puisqu'on a le bouclier énergétique qui a fait que nos factures d'électricité, pour les particuliers, n'ont augmenté que de 4%. Donc, si on fait le plein de sa voiture électrique chez soi, c'est toujours très intéressant. Mais si on veut aller voir mémé pour le jour de l'an, là, on va aller un petit peu plus loin avec sa voiture électrique. On va sans doute avoir besoin de faire une ou deux recharges en cours de route, de la recharge rapide, voire ultra rapide, parce qu'on n'a pas envie de passer 3 jours pour aller voir mémé. Non. Et là, alors, Ionity nous avait annoncé une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, mauvaise nouvelle pour les riches, bonne nouvelle pour ceux qui l'étaient beaucoup moins avant l'été, c'est que la facturation en France, à cause de la réglementation, se faisait au temps. Donc celui qui arrivait avec une Porsche qui chargeait 5 fois plus vite qu'une Renault Zoé, il payait 5 fois moins cher. Donc il y avait un truc qui n'allait pas. Donc désormais, c'est facturé, on vous vend ce que vous consommez. Donc on vous vend des kilowattheures d'électricité. Au départ, c'était un tarif, au moment où ça s'est mis en place, c'était plus cher pour certains, moins cher pour d'autres. C'était encore très concurrentiel par rapport à un véhicule à carburant fossile. Aujourd'hui, malheureusement, le coût de l'électricité pour ces opérateurs, qui ne sont pas donc des particuliers, qui n'ont pas le bouclier énergétique, le bouclier tarifaire, a explosé. Donc ils sont obligés de vous refacturer, ça. Donc on se retrouve avec maintenant des kilowattheures sur certaines bornes de charge ultra rapide qui sont à 79 centimes le kilowattheure. Vous le payez grosso modo chez vous, vous le payez 14-15 centimes. Quoi. Voilà. Il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés quand même, qui essayent de faire baisser les prix. Vous avez en particulier Lidl, qui installe des bornes de charge. Alors c'est pareil, cette année on a vu aussi l'apparition autrefois, quand on parlait d'une Renault Zoé qui faisait de la charge rapide, c'était 50 kW de puissance. Oui. Aujourd'hui, on a des bornes qui ont été installées en France. On a eu les représentants d'ABB qui fabriquent les bornes, qui font 360 kW de puissance. Donc on voit bien la montée, justement. En puissance, c'est le cas de le dire. Alors, il n'y a aucune voiture aujourd'hui qui peut prendre 360 kW de puissance, mais on y arrive petit à petit. Et je serais tenté de dire que les constructeurs vont plus vite, à la fois que la réglementation, et plus vite que l'infrastructure de recharge. Donc, si ceux qui disent « ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas de voiture
on parie que l'année prochaine, il y en aura et les Chinois vont arriver avec des technos de batterie qui prendront du 350 kW. Hein. Donc ça permettra le plein aussi vite qu'un plein d'essence. C'est pas une utopie du tout. Ça va arriver. Le frein de la voiture électrique, ça sera pas la vitesse de charge. Ça sera le prix. Parce que si vous payez 1 ou 2 euros le kilowattheure quand vous faites de la charge rapide, vaut mieux prendre un diesel, ça coûte moins cher. Hein. C'est clair. Voilà. Donc, ça prend moins de temps. Exactement. Donc aujourd'hui, on est... c'est un peu mitigé. Voilà. Alors, les Français, parce que je vous ai dit, les Chinois vont arriver. Les Français sont évidemment réveillés, on en parlait juste avant. La Kia EV6, qui a été élue voiture de l'année, a été élue parce qu'elle a une architecture électrique qui fonctionne en 800 volts. Ça veut dire quoi ? Les autres voitures, c'est 400 volts. Quand on veut charger vite, donc avoir de la puissance, plus le voltage est élevé, moins on est obligé d'avoir des gros câbles. Ouais. Parce que plus le voltage est élevé, moins on est obligé d'avoir d'ampérage. C'est un peu technique, mais en gros, ça permettra de faire de la charge plus rapide, d'avoir des batteries qui sont plus performantes. Et les Français avaient du retard, mais Valeo est en train de le rattraper avec Renault, puisqu'ils sont en train de développer une architecture 800 volts qui arrivera sur les voitures électriques, mais qui arrivera dans 2 ans. Ouais. Alors que les Coréens, ça fait déjà un an et demi. Et puis les Allemands, ça fait déjà 3 ans. Donc on a pris, et les Chinois aussi arrivent avec des architectures comme ça. Donc on a pris du retard, on s'est réveillé un peu tard. Mais alors, du coup, on est vraiment sur un tournant électrique total. Enfin, je veux dire, on se le prend en pleine poire, on peut reprendre le virage, on peut reprendre le train en route. Alors je vais être méchant pour les constructeurs français. Ils étaient englués, ils étaient mazoutés. C'était vraiment le mot, dans le diesel. Voilà. Ils étaient tels des cormorans après une marée noire, englués dans leur monoculture du diesel. Ils voulaient pas en sortir. Malgré le fait qu'on disait attendez, il y a l'électrique arrive, ils voulaient pas en démordre, ils voulaient pas sortir de ça. D'un coup, le réveil a été brutal. Ils se sont dit merde, on peut pas faire autrement. Donc ils se réveillent un peu tard. C'est pour ça qu'ils n'ont pas les technos que les autres ont. Et puis là, ils disent on va tout mettre sur l'électrique. Deuxième connerie, puisqu'on en parlera à la fin de l'émission. Le tout électrique, c'est une connerie, donc on n'y arrivera jamais. Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est le gouvernement, les gouvernements qui poussent? Non, c'est eux aussi. Les politiques qui poussent. Là, c'est de la stratégie au niveau des directions des grands constructeurs. Moi, je vous dis, ça fait 17 ans que je me bats et j'entends, on me dit, mais non, ça marchera pas, c'est pas la peine de le faire. Voilà. Ouais. Et là, ils changent, c'est le virage à 180 degrés, mais le virage total. On a l'impression que c'est ou noir ou blanc, qui savent pas faire la part des choses. Joli gris, par exemple. Et 50 nuances de gris, c'est joli pourtant. 50 nuances de gris, oui. Eh ben, merci pour ce point sur l'année 2022 et ce qui s'est passé côté électrique et avancé ou pas. Allez, dans quelques instants, le retour de l'info. Nous, on vous retrouve avec On parle auto. Le rendez-vous juste après l'info, ce sera aussi une rétrospective 2022, mais ce qui s'est passé concernant les pneus. Et restez avec nous, évidemment, parce qu'on va parler des ZFE aussi, une bombe sociale à retardement. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. C'est toujours un bonheur d'être avec vous tous les jours de l'année, y compris le dernier de celle-ci. Nous sommes le samedi 31 décembre, dernière heure, deuxième heure de On parle auto. Avec pour vous l'occasion de nous retrouver sur la page Facebook de Sud Radio, vous le savez, ou même directement au téléphone au 0826 300 300. Eh bien, cette dernière heure, on va un petit peu faire criser les dents. Il faut faire crisser les pneus aussi. On va parler des fameuses ZFE. Même ceux qui ne s'intéressent pas à l'automobile ont entendu ce nom-là, ZFE. Qu'est-ce que c'est, c'est les zones à faible émission qui vont être mises en place dans les agglomérations de plus de 150 000, qui doivent être mises en place dans les villes de plus de 150 000 habitants. On en parlera, mais tu sais qu'il y a une étude Roule qui a été faite, ROOLE. 87% des gens ont dit ne pas encore savoir ce que c'était que la ZFE. Voilà, donc on verra, mais en tout cas, c'est une bombe sociale à retardement. On verra ça avec la responsable du pôle études communication de la Ligue de défense des conducteurs. On parlera aussi voitures anciennes. Oui, avec les voitures anciennes qui renforcent leur caractère avec les ZFE aussi, patrimonial en 2022. Si on a une voiture de collection, on pourra rouler dans ces fameuses ZFE si un jour elles sont mises en place. On parlera de l'interdiction des véhicules thermiques en 2035, possible ou pas, mais surtout, puisqu'on fait une rétrospective de l'année 2022, on va commencer avec nos pneus. Voilà. C'est parti.
Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Tout ce qui s'est passé des grandes tendances de 2022 dans le pneumatique. Bonjour Dominique Stamfel. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment on va ça voir va si Laurence, je pensais qu'elle allait dire président derrière du syndicat du pneu. Voilà, Ouais. on enlève professionnel. Non, du syndicat. Pourquoi Ouais. ils sont plus des pros, c'est des amateurs? Si, ça reste des super pros, mais par contre, ils s'adressent vraiment au grand public. Ouais. Alors cette année, justement, pour le grand public, Dominique, est-ce que c'est une année annus horribilis pour vous aussi ou pas? Non, c'est pas une année compliquée, mais c'est une année mouvementée. En particulier avec la loi montagne, dont la... Ah oui, on n'a rien compris. Voilà. Hein, parce que même nous, on en parle quand même assez souvent, même nous, on a du mal à cerner un peu les contours de cette loi. Alors c'est effectivement très compliqué. Il y a une communication très erratique sur cette loi qui fait que pour le commun des automobilistes, c'est effectivement difficilement lisible, difficilement compréhensible. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, tiens, les fabricants de GPS ont introduit dans les cartographies, quand je programme un itinéraire, est-ce que la navigation va m'indiquer que je vais passer par une zone justement qui est concernée ou pas par la loi montagne ? Alors très franchement, je n'en sais rien. En tout cas, les cartographes doivent avoir autant de difficultés que nous à comprendre, puisque les zones initiales ont été modifiées. Certains départements ont changé en cours de route, et donc il y a effectivement une grande difficulté à comprendre quelles zones sont concernées, quelles zones ne le sont pas. Alors effectivement, elles sont signalées par des panneaux. Mais en tout cas, moi j'en profite pour rappeler qu'il y a des départements et des communes qui sont concernés pour les personnes qui y résident, pour les personnes qui y vont de manière ponctuelle et même pour les automobilistes qui les traversent, tout simplement. Ouais. Ouais. Bon, le mieux, effectivement, hein, c'est si on est dans une zone où il risque d'y avoir... C'est pas le cas en ce moment, d'ailleurs, des précipitations de neige ou même s'il fait très froid. Parce que là, d'habitude, on dit le pneu hiver, c'est adapté en dessous de 7 degrés. Vu les températures qu'on a en ce moment, on peut presque rester en pneu été. Alors, c'est vrai, sauf si on roule en montagne. la nuit ou très tôt le matin et en montagne, où les plaques de verglas ne préviennent pas. Ah bon? Bon, 2022, année du pneu vert. Ça veut pas dire qu'il change de couleur, ils vont rester noirs, on est d'accord. Oui, alors c'est vrai que les manufacturiers travaillent depuis très très longtemps pour rendre les pneumatiques de plus en plus vertueux, mais ils ont communiqué beaucoup plus fort cette année, et donc il y a un certain nombre d'avancées sur lesquelles ils ont communiqué. Alors sur le plan industriel, ils font de gros efforts pour que les usines soient de plus en plus neutres en émissions carbone. Et puis sur le plan de la fabrication des pneumatiques, ils intègrent de plus en plus des matériaux éco-sourcés, donc en fait qui sont issus de l'économie circulaire, ou des matériaux biosourcés qui sont issus de sources végétales. Alors il y a des prototypes qui existent, ça fonctionne bien. Après, reste à passer au stade industriel. Ça, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long. Et les manufacturiers les plus avancés parlent de 2040-2050. Ouais, ça fait loin. Ouais. Ça fait loin, d'autant que la réglementation européenne va sans doute évoluer. On ne sait pas si Euro 7 va arriver ou pas, puisque les constructeurs réclament justement son abandon. Mais cette nouvelle norme anti-pollution devrait tenir compte des particules émises par les pneumatiques. C'est pas négligeable non plus. Alors c'est pas négligeable, enfin c'est ce qui s'appelle les particules hors échappement, qui concernaient les particules issues du freinage et les particules issues du pneumatique. C'est très très important, puisque c'est 80 000 tonnes de particules non biodégradables aujourd'hui qui sont dispersées dans la nature. Or les manufacturiers travaillent sur le fait de rendre ces particules biodégradables, et c'est la raison pour laquelle ils cherchent à utiliser des matériaux d'origine végétale. D'accord. La guerre, on va l'appeler la guerre, la guerre en Ukraine, les tensions internationales sur les matières premières, ça a fait beaucoup augmenter le prix des pneumatiques ? Alors d'abord, en début d'année, c'était un événement perturbant, puisque certaines usines ont dû être arrêtées par manque d'approvisionnement en noir de carbone. Bon, c'est le produit qui rend les pneumatiques noirs, mais qui a aussi des caractéristiques importantes pour résister à l'usure. Et donc, il y a eu un impact très très fort sur les approvisionnements en produits dérivés du pétrole.
Comme d'ailleurs, il y a eu un impact à la pompe et effectivement, ça a créé une augmentation relativement substantielle des pneumatiques. Ouais. Qu'est-ce que vous retiendriez aussi de cette année 2022 à titre, j'allais dire personnel, mais c'est pas vraiment personnel, c'est en tant que professionnel. Ouais. Alors, en fait, moi, ça me ravit quand même que le pneumatique devienne un produit de plus en plus vertueux, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de gros efforts qui étaient faits. Donc j'ai parlé de la fabrication, j'ai parlé des matières premières et on peut parler aussi du fait que les pneumatiques sont fabriqués pour consommer de moins en moins d'énergie. Alors oui, c'est vrai. C'est effectivement des produits dérivés du pétrole, mais c'est aussi des éléments qui permettent d'allonger l'autonomie des batteries. Et ça, c'est un élément qui est très très important puisqu'on s'oriente quand même vers des véhicules électriques. Et le pneumatique compte pour beaucoup dans l'autonomie des batteries. Est-ce que vous êtes donc plutôt fan, c'est ce qu'on a vu nous toute l'année, hein, de tout ce qui est nouvelles technologies, quoi. La recherche et le développement en pneumatique a encore pris, même si ça a déjà été le cas avant, mais une vraie vitesse supérieure. Oui, alors c'est clair que les constructeurs en tiennent compte quand ils développent les voitures, mais il faut aussi que les automobilistes, les utilisateurs en tiennent compte. Et pour ça, ils ont des éléments d'information, hein, puisqu'il existe des étiquettes sur les pneumatiques qui leur permettent de savoir si ce sont des pneumatiques qui sont consommateurs d'énergie ou moins consommateurs d'énergie. Bon, parfait. On va se retrouver pendant toute l'année 2023, Dominique. Hein, dès samedi prochain. Hein. Oui, je reviens avec vous. Nous revenons avec vous pour parler pneus tout au long de l'année 2023. Je crois que d'ailleurs c'est la seule émission de radio en France ou même télé confondue qui donne à ce point la place aux pneus pour bien comprendre ce qui se passe sous nos roues. C'était notre constat avec Dominique au départ. On s'est dit, c'est quand même le seul élément qui est en contact avec le sol sur une voiture. Donc pas de pneus de qualité, pas de survie au volant. Voilà. Et puis en plus, ça permet à tout à chacun, moi y compris, depuis que je fais l'émission à vos côtés, de connaître et de comprendre plein de choses. On vous souhaite un très très beau réveillon ce soir, Dominique. Merci Dominique. Ça va très bien aller, merci beaucoup. Et quand vous remontez sur la capitale, vous qui êtes dans le sud, vous passez aussi, comme on l'offre pour les auditeurs en 2023, venir nous faire un petit coucou en studio. Oh, mais lui, il parlera, on le fera bosser. Ah mais oui. Il va pas être spectateur, on va le mettre au boulot. Et si vous venez dans le sud, n'oubliez pas d'aller visiter l'exposition. On en a parlé la semaine dernière. Luminaire Mathieu, dans le Luberon. C'est bête, c'est juste que c'est janvier, c'est tout, c'est bête. Jusqu'au 23 janvier. Extraordinaire. Mais franchement, ça vaut le déplacement. Alors on rappelle à ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, très jolie exposition entre de vieilles Porsche, 40 voitures exceptionnelles. Pas que de vieilles Porsche, c'est 40 voitures exceptionnelles Porsche. Oui, mais vieilles, pour fêter les 60 ans de la Porsche 911. Voilà. C'est ça, 911. Mais vous ne m'avez pas laissé finir ma phrase aussi, l'ami Jean-Luc. Plus des luminaires sublimes. Vous savez que moi, en voyant ce luminaire, ces luminaires, j'ai envie de changer de métier et d'aller travailler avec lui. Voilà. Et vous savez quoi, beau. Ma maman m'a dit c'est un luminaire Mathieu qu'on a à la maison. Oui, pour le réveillon de Noël, il y avait le lustre avec les cristaux là, et ma mère m'a dit tiens, c'est un Mathieu. Si vous avez du Mathieu, regardez votre luminaire, c'est magnifique. Bon allez, on y va. Dans quelques instants après la pause, on va parler des ZFE. Est-ce une bombe sociale à retardement? Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto. Et on parle auto, évidemment, avec vous au 0826 300 300 et avec toi, l'ami Jean-Luc, parce que là, on a entendu parler pour cette rétrospective 2022 toute l'année des ZFE. Et alors toi, c'est le gros sujet. C'est the sujet. C'est le gros sujet pour tous les gens qui sont dans le monde de l'automobile. Et puis pour les automobilistes qui sont touchés par une ZFE aujourd'hui. Il y a qu'à la mairie de Paris qu'on pense que les ZFE, ça va pas créer un séisme. Oui, parce que tu sais, je suis allée faire une table ronde à Nice et à la mairie de Nice, ils savent que ça crée un séisme, mais ils font tout pour que ça coûte moins aux gens, aux automobilistes. Mais je vous le fais court, tiens, parce qu'on devait initialement. Alors attention, on considère qu'on est en 2023. Donc en 2024, c'est-à-dire dans un an, normalement, les véhicules qui sont critère 2, c'est-à-dire tous les diesels. Critère 2 Critère 2, oui. Tous les diesels, même les plus récents. Si vous achetez un diesel au 1er janvier, l'année prochaine, initialement, ça a été retardé, mais initialement, vous aviez plus le droit de rouler dans Paris avec, et y compris pour les véhicules essence qui étaient critère 2 aussi, c'est-à-dire des véhicules qui étaient récents également. Oui, mais il n'y a pas que Paris.
Il y a pas que Paris, là, Paris est un peu en avance. Oui, mais il y en a. Non, parce que par exemple, à Nice, ça y est, ça a commencé. Alexandra, à Rouen aussi, ça a commencé. Salut Bonjour Alexandra. C'est déjà rien que dans le studio, on est deux, et déjà ça, c'est la bombe. Alexandra Legendre, responsable pour l'étude et communication de la Ligue des défenses des conducteurs. Bon, Alexandra, on peut replanter les ZFE, c'est quoi? Parce que 85% des gens savent pas. Ah oui, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que c'est tellement complexe que personne n'a vraiment envie de plonger dedans. Alors les ZFE, ce sont des zones géographiques très étendues en France, qui ne sont pas donc limitées aux seules grandes villes, attention, parce que ça c'est une confusion qu'on fait souvent. Tout à fait. Qui ont d'abord été imposées par la loi LOM votée en décembre 2019, et qui englobait les 10 ou 11, parce que c'est pareil ça, en fait, il y en avait 11 initialement, et puis ensuite le Grand Paris et Paris ont fusionné, donc on est à 10 zones à faibles émissions initialement concernées. D'ailleurs, Alexandra, ça s'appelait ZFE.M. Zone faible émission mobility. Mobilité, voilà. Mobilité. Pour bien préciser qu'on ne parlait que de mobilité, mais en vrai, aujourd'hui, bon voilà, c'est une petite lettre en plus, mais qui ne sert pas à grand-chose en fait au quotidien, parce qu'on parle des ZFE, enfin ceux qui savent parlent des ZFE, et bon voilà, c'est juste un petit gimmick qui est important, je sais, pour ceux qui ont voté, qui ont instauré ces ZFE, mais qui pour le français moyen, on s'en fout carrément, ça a complètement disparu. Les qui vont nous tomber sur la tête, c'est vraiment très très secondaire. Ensuite donc, la loi climat résilience d'août 2021 multiplie maintenant les ZFE par 3,5, puisqu'on va passer à... je suis pas bonne en mathématiques, mais on va passer de 10 à 45. C'est ça. Ça fait 4,5. Voilà, donc en fait, ça veut dire que là, on parle de métropole de plus de 150 000 habitants, et métropole, c'est aussi une notion qu'on connaissait pas trop, mais qui aujourd'hui, dans ce contexte-là, veut dire que vous avez une grande ville, un grand centre urbain, et puis des villes ou des villages qui sont attachés autour. C'est pour ça qu'on dit que ça va concerner absolument tout le monde, et pas uniquement les gens qui vivent en race campagne. Parce que de toute façon, même si vous vivez en race campagne, vous serez amené un jour ou l'autre à aller dans une ville. En ville. Oui. Voilà. Et il faut surtout préciser que, en plus, alors, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une ZFE, mais en plus d'une ZFE à l'autre, les règles ne sont pas les mêmes. Et oui, c'est le principe de la décentralisation. Donc en fait, chaque métropole a le droit choisir, voilà, son calendrier d'application, son rythme, ses conditions. Par exemple, à Paris, vous avez le droit de rouler avec des voitures interdites la nuit et le week-end. C'est une originalité. Alors quand on dit Paris, Grand Paris, ça veut dire en gros toutes les villes qui la sont 86. à l'intérieur de la 86. Voilà, donc c'est beaucoup de gens en vrai. C'est pas uniquement... non, c'est une grosse partie de l'Île-de-France. Voilà, c'est une grosse partie. Il y a d'autres villes, évidemment. Vous avez Lyon et Grenoble, par exemple, qui sont quand même très proches et qui n'ont pas le même calendrier d'application. Donc ça crée d'ores et déjà un bazar colossal. On le voit bien avec nos sympathisants, parce que qui nous appellent et qui nous demandent, qui sont très inquiets parce que d'abord ils ne savent plus quelle voiture acheter, qui sont très inquiets parce qu'ils ont une chouette voiture qui a une quinzaine d'années, qui marche très bien, mais qui va être interdite dans la ville à côté de chez eux dans les mois qui viennent. Donc on a un vrai souci, non seulement social, mais également de compréhension, parce qu'on parle beaucoup d'adhésion au concept. Moi je veux bien, mais avant d'adhérer à quelque chose, encore faut-il qu'on comprenne. Voilà. Et ça, c'est un gros manquement. Mais même en admettant, Alexandra, même en admettant que d'un coup, là, dans la nuit, tout le monde comprenne les ZFE, c'est-à-dire y compris nous, puisque je suis sûr que si on faisait un quiz, on aurait plein d'erreurs. Si je vous demande dans toutes les, même vous qui êtes plongé dedans en permanence, les règles dans chaque grande métropole française, il y a un moment, on va se planter. Non, parce qu'en plus chaque métropole a le droit de faire sa propre règle. Mais en admettant que tout le monde ait compris et qu'on arrive vraiment à l'interdiction, par exemple, on va mettre la barre à critère 3. Donc c'est quand même pas des véhicules c'est pas des vieilles charrues. Ça, c'est en Bretagne pour des concerts. Ouais, c'est 38% des automobilistes qui n'auraient plus le droit de circuler. C'est dingue. Voilà, c'est complètement dingue. Et si on descend à critère 2, c'est 70% des véhicules. Et puis, Alexandra et Jean-Luc, là, on parle de nous automobilistes, mais les professionnels, les flottes automobiles, les garagistes qui sont dans les ZFE, qui pourront plus travailler parce qu'il n'y aura plus de voiture qui va venir se faire réparer chez eux. Laurence, si je peux râler sur les vignettes critères, la vignette critère, c'est du grand n'importe quoi. Elle est attribuée en fonction de l'année
de commercialisation du véhicule et pas de son niveau de pollution. Bah ouais. Donc on dit on va faire baisser la pollution, on va laisser rouler. Alors je prends l'exemple volontairement un petit peu méchant, on va laisser rouler des diesels qu'on trichait, donc qui polluent beaucoup plus que ce que l'homologation leur autorisait. Et à l'inverse, il y a des véhicules essence ou même pourquoi pas des diesels qui anticipaient les normes anti-pollution, donc qui sont plus anciens, mais qui vont plus avoir le droit de circuler. Le mec, mon exemple, c'est la Prius de 97. Le mec, il a une Prius de 97. Elle répond encore aux normes anti-pollution actuelles, et lui, il n'a pas le droit de rouler. Mais ça veut dire, et c'est la question que vous posez, l'ami Jean-Luc, c'est une bombe sociale à retardement. C'est-à-dire que les gilets jaunes à côté, c'est du n'importe quoi. Et les gilets jaunes, on va les refaire. C'est une usine à gaz. Donc déjà, personne comprend. Non, c'est pas à gaz, c'est à. Ouais, mais c'est une usine à gaz. C'est antisocial. C'est antisocial. Je suis désolé. Voilà. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que même vous, Alexandra, vous qui êtes responsable politique et communication de la Ligue de défense des conducteurs, vous pensez que ça va exploser socialement? Qu'on peut refaire des gilets jaunes? Ah oui, carrément. Même quand on discute un petit peu avec les élus, les parlementaires, les élus locaux et puis même du gouvernement, on sent bien qu'il y a une sourde inquiétude qui pointe parce que jusqu'à présent, on allait gentiment dans le mur, mais on se disait le mur, c'est le 1er janvier 2025. Donc finalement, mais on l'a reculé le mur, parce que normalement le mur, il arrivait là au mois de septembre bien sûr, pour la région parisienne. Et plus on s'approche du mur, plus on recule le mur. Mais par exemple, le 1er janvier 2022, il y a déjà des villes qui l'ont mis en place. Nice, je connais bien Nice, que je suis allé faire le sujet là-bas. C'est sur les camions. Pour l'instant, Nice arrive à gérer le truc. Les camions et les bus transport en commun. Pour l'instant, ils n'ont pas touché aux voitures. Et eux refusent de mettre de la verbalisation en route. Parce qu'en plus de ça, ce sont chaque ville qui doivent mettre leur équipe de policiers municipaux ou de police nationale ou gendarmerie sur les routes pour verbaliser les gens qui n'ont pas le bon critère. Donc eux, ils ont dit stop, non, on arrête. Voilà. Alors la verbalisation, c'est l'autre sujet, effectivement. Ah bah oui. Pour le moment, il n'y a que les verbalisations à la volée, et encore, je pense que c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Il n'y en a pas eu beaucoup. Bien sûr, voilà. Parce qu'on ne peut pas punir les gens parce qu'ils n'ont pas les moyens de changer de voiture, en tout cas pour le moment. Mais pourtant, c'est bien ce qui se profile. Mais parce qu'ils ne sont pas au courant, même qu'ils n'ont pas le droit de rouler à cet endroit-là, c'est tout. C'est ça. Non, mais c'est un immense bazar. Et en revanche, effectivement, ce dont le gouvernement et les élus ont peur, en vérité, c'est le moment où la verbalisation va tomber, parce que vous allez recevoir votre PV dans votre boîte aux lettres, vous ne saurez même pas d'où il sort, pour ce que vous avez fait de mal, vous n'aurez absolument pas compris. Parce que et le gars qui traverse la France, il peut prendre autant de PV qu'il passe dans des villes qui sont concernées. C'est un peu comme si on supprimait les panneaux de limitation de vitesse sur les routes, mais qu'on laisse les radars. C'est ça. Ne nous tentez pas. Mais regardez, on est sur la période des fêtes de fin d'année. Ça termine ce soir, il y a le réveillon. Comme ça, vous ne savez pas combien vous devez rouler, mais vous serez verbalisé si vous dépassez la vitesse. On a toutes les familles qui se sont réunies. Je vais prendre mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. Mes parents qui habitent en Normandie sont pas en ZFE. Ils ont une voiture qui est critère 4 aujourd'hui s'ils devaient faire la voiture. Rouen, ils peuvent plus venir. Ils peuvent plus venir. Oui, mais ils peuvent plus venir. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a même pas besoin de traverser la France. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont être. Et alors, nous, on parle que des automobilistes. Moi, j'insiste sur les professionnels. Que va devenir mon petit plombier qui a son petite fourgonnette qui va plus passer, mon boulanger qui va livrer son pain? Que vont-ils devenir? Bien sûr, parce qu'on nous parle d'alternatives qui sont en fait assez rares en vérité, surtout pour des gens qui roulent beaucoup, donc des alternatives en utilitaire, on a d'électrique, alors effectivement... Non mais il n'y en a pas, Alexandra, on va être honnête, moi je suis plongé dedans depuis toujours, des alternatives au diesel pour les utilitaires, pour l'instant il n'y en a pas, voilà, point. Non mais complètement. C'est une sombre hypocrisie. Il n'y a aucun constructeur qui fait un fourgon électrique aujourd'hui. Il y en a. Non mais tu te rends compte, il va falloir que par exemple, tu as un fourgon professionnel dans lequel tu as tout installé à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un achat à nouveau qui va te coûter 3 bras, et il va falloir que tu réinstalles tout, ça te coûte 3 bras de plus, on t'appelle la pieuvre quoi, gars. Non mais tu vois, il y a un moment... Non, mais ça va être le gros dossier. Alexandra, on va se causer dans le poste encore plein de fois l'année prochaine, je pense. Je suis désolée, mais ça va pencher sur un décret qui a été publié au journal officiel le 24 décembre. Vous voyez, il pousse l'humour jusque-là. C'est un décret de dérogation pour les plus petites ZFE auxquelles personne ne va rien comprendre et qui, dans l'absolu, est quasiment impossible à respecter. Je vous invite à vous plonger dessus. Et donc, le 24 décembre, c'était le cadeau de Noël sur les ZFE cette année. Non, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ils vont rétro-pédaler, parce qu'ils sont obligés de rétro-pédaler. Et pour ne pas perdre la face, comment ils vont faire? Ils ont dit que voilà les municipalités, enfin pas municipalités, mais les agglomérations qui pourraient arriver à diminuer les seuils de... Alors c'est le dioxyde d'azote qui va poser problème, qui pourrait arriver à diminuer les émissions de dioxyde d'azote, seraient exemptées de ZFE. Mais il faut voir les niveaux. Si c'est les niveaux de l'OMS... Alors, c'est les niveaux de l'OMS, ils sont à 10 microgrammes par mètre cube. C'est rien.
Bah oui, enfin c'est très faible, c'est beaucoup plus bas que les niveaux d'alerte de pollution en France, justement. Donc ça va être très compliqué à cocher, quoi, toutes ces cases. Mais une fois de plus, on marche sur la tête, et moi, c'est vraiment vous le sentez, hein, ce sont des sujets qui me mettent en colère, c'est qu'au lieu d'imposer, il faut accompagner. Si on accompagne les gens ne sont pas bêtes, quoi. Il y a un moment, si on les accompagne... Non, mais on leur a dit pendant 17 ans ou 15 ans, on leur a dit acheter du diesel, c'est plus propre, et puis aujourd'hui, on leur dit, vous n'aurez plus le droit de rouler avec. Et alors que le diesel d'aujourd'hui est propre aussi, enfin, moins sale en tout cas. Non, mais voilà, on accompagne, si on faisait une politique qui accompagne plutôt que d'être punitive et réprimant... Enfin, ça m'énerve. Bon, Alexandra, allez, on va pas s'énerver. Pas d'écologie punitive, avait dit Ségolène. Bah, ouais. On aura l'occasion évidemment de revenir sur ce sujet parce que ça va être encore un des gros sujets. Et vous savez que Sud Radio en parle beaucoup puisque c'est la radio qui aime l'auto et on parle et les automobilistes évidemment. On vous embrasse, bon réveillon ce soir. Bon réveillon vous aussi, merci beaucoup. Merci Alexandra, au revoir. À suivre, on va parler des voitures anciennes qui en 2022 ont renforcé leur caractère patrimonial. CTEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on continue bien sûr dans On parle auto à parler de nos voitures de collection. J'adore. Bonjour Jean-Louis Blanc. Bonjour. Président de la FFVE, Fédération Française des Véhicules d'Époque. Exactement, et on parlait à l'instant, là, c'était chaud dans le studio, j'aime bien. Il y a de la passion. On parlait des ZFE. Alors les ZFE concernent aussi, concernent d'autant plus les véhicules anciens, parce que la plupart doivent être exclus des ZFE, sauf ceux qui sont en carte grise de collection, et la Fédération Française des Véhicules d'Époque, cette année, a réussi à faire ce que l'État n'arrive pas à faire d'ailleurs, à fédérer un petit peu tout le monde autour de l'idée de le patrimoine, on peut pas le restreindre, on peut pas restreindre la circulation du patrimoine. C'est comme si je disais, voilà, Notre-Dame, on va la reconstruire, mais avec des matériaux modernes et du double vitrage isolant au lieu de mettre des vitraux, quoi. C'est aussi ridicule que ça. Il y a de ça. C'est vrai que c'est très difficile de combiner le patrimoine, le patrimoine industriel et la modernité écologique, quoi. C'est pas compatible. Ouais. Alors vous avez quand même œuvré auprès de ces métropoles. Voilà. Ces véhicules de collection, en fait, ils sont représentatifs d'une histoire industrielle extraordinaire qui a 130 ans, qui est française évidemment, mais qui est la même dans de nombreux pays. Enfin, la France est quand même un des principaux. Bah, la France a inventé l'automobile, il faut le dire, Jean-Louis. Oui. La France a inventé l'automobile, voilà. Bien sûr, mais il y a quelques voisins qui sont respectables également, et qui eux aussi ont ces problèmes, et qui les traitent de façon peut-être... plus intelligente. Dites-le, voilà. On est sur Sud Radio, on parle vrai. Non, c'est ça. Et de concert. Non, enfin, il y a partout ces mêmes problèmes. Donc l'idée, c'est quand même que on ne peut pas oublier, piétiner, mépriser, ne pas respecter, ne pas mettre en valeur, ne pas célébrer ce patrimoine qui a fait vivre évidemment des millions de salariés, mais surtout qui a façonné la vie de dizaines de millions et qui a fait le pays, qui a été un élément de développement économique, un élément de liberté individuelle, de développement du tourisme, de développement de tout. Oui. Donc c'est notre siècle qui a vécu de ça. Bon. On ne peut pas le biffer. Donc concrètement, quand on les quantifie aujourd'hui, c'est absolument infinitésimal. C'est même pas 1% de la circulation, c'est même pas 1 pour 1000 des émissions. Donc c'est complètement. C'est pas parce que vous les interdirez, que vous les détruirez toutes que ça changera. Bien sûr. Exactement. Donc, et vous allez tuer non seulement porter atteinte à un patrimoine, mais tuer une activité économique réelle aujourd'hui d'entretien de ce patrimoine, de souvenir ce patrimoine, et une activité économique aussi de tourisme, de toutes ces activités qui sont autour. Aujourd'hui, il y a au moins 6000 qui sont manifestations officielles, mais il doit y avoir une dizaine de milliers de manifestations par an en France avec ces véhicules. Donc vous imaginez que tout ça disparaisse. Oui. Et puis voilà. Et en plus on a le sentiment que plus on s'éloigne, plus on se rapproche de la voiture électrique, plus les gens ont la nostalgie justement de la voiture thermique et se polarisent sur les véhicules plus anciens. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, mais il y a l'électrique fait également partie du patrimoine. Oui, non, mais il y a des voitures de collection très anciennes qui sont électriques. On va rappeler que la Jamais Contente, la première voiture à avoir franchi la barre des 100 km/h, elle était électrique. C'est juste. Voilà. Et vous avez
donc c'est pas une motorisation contre une autre, c'est simplement un patrimoine, c'est simplement un patrimoine industriel. Des ingénieurs extraordinaires ont inventé tout ça, ont perfectionné tout ça sans cesse. Jean-Louis Blanc, concrètement, vous en êtes où de vos travaux avec donc ces métropoles pour autoriser les véhicules, qu'on soit bien précis, les véhicules qui seront en carte grise de collection, on est d'accord, à circuler malgré la mise en place des ZFE? Alors, un véhicule de collection, c'est un véhicule qui n'en est plus un comme un autre. C'est-à-dire que ce n'est plus un moyen de transport qu'on peut utiliser comme on veut tout le temps. On s'en sert occasionnellement. Un véhicule de collection ne roule en moyenne que 1200 km par an. Il ne peut pas y avoir d'utilisation professionnelle avec un véhicule de collection. Et il est conservé dans son état d'origine, c'est-à-dire qu'il est conservé identique à la façon dont il est sorti des usines. Et il est en bon état. Donc ça, c'est le préalable, oui. C'est le préalable, bien sûr. Voilà. Donc c'est un véhicule qui sort de sa catégorie d'outils de transport et qui rentre dans une catégorie de patrimoine. De loisirs, d'accord. Voilà. D'accord. Donc ces véhicules-là... Ceux-là, on a essayé d'expliquer à l'État qu'il fallait respecter ce patrimoine et que pour cela, une dérogation générale, ce qui existe déjà, par exemple en Allemagne, pourrait être prévu de façon à éviter de compliquer la situation. Bon, pour l'instant, ça n'a pas été le cas, quoique les sénateurs nous ont suivis, c'est-à-dire que les sénateurs ont écrit une proposition de loi qu'ils ont votée, qu'ils ont débattue et votée, proposition de loi à l'initiative du sénateur Moga, qui dit, cette proposition-là est toute simple, dit, dérogation pour les véhicules de collection dans les ZFE, et deux, on crée une vignette qui les caractérise, c'est-à-dire qu'on appose sur le pare-brise comme une vignette critère, vous voyez, mais une vignette collection qui permet de, voilà. C'est ce qui se fait en Allemagne, on est d'accord, hein, dans le Umweltzone. Voilà. Alors ça, donc ça n'a été possible qu'au Sénat. C'est à l'Assemblée nationale une proposition de loi identique a été déposée maintenant, ce qui est un bon progrès. Et il y a, je vous rappelle, une amicale parlementaire aujourd'hui des véhicules de collection qui regroupe plus de 100 députés et sénateurs. Plus de 100, moi j'étais à 90 encore. Non, 104. 104. Oui. Donc ça monte. Ça monte. Alors, ce faisant, donc comme il n'y avait pas de possibilité de dérogation nationale, nous avons, mais bien que franchement le précédent gouvernement nous a compris, je pense qu'il a... oui, il y a une circulaire du Premier ministre qui était passée d'ailleurs. Oui, tout à fait. Non, vraiment, je dois le reconnaître et je le remercie. Donc nous avons rencontré, il y a deux vagues de ZFE. La première vague, c'est celle qui découle d'une loi dite loi LOM de 2019. Il y a 11 métropoles et sur les 11 métropoles, il y en a 9 qui ont pris leur ZFE aujourd'hui. Et dans les 9 ZFE, il y a dérogation pour les véhicules en catégorie de collection. Voilà. D'accord. Donc nous avons les unes après les autres. Aujourd'hui, il n'y a aucune ZFE dans laquelle un véhicule en catégorie de collection ne peut pas circuler. Un véhicule en catégorie de collection, aujourd'hui, il peut circuler partout en France. Bon, ça c'est bien. Espérons que ça continuera. Dans les ZFE actuels. Ouais. Donc il en reste deux de la première vague qui n'ont pas encore signé. Il y a quoi? Voilà, c'est Toulon et toutes les. Alors il y a le Grand Paris qui a pris une décision de principe, mais il faut l'appliquer ville par ville. D'accord. L'agglomération a pris la décision de principe, mais maintenant il y a l'application ville par ville. Voilà. Mais nous sommes confiants. Donc je pense que dans toute la première vague de ZFE, c'est-à-dire la vague liée à la loi de 2019, la loi LOM, il y aura dérogation générale pour l'ensemble des véhicules de collection. Maintenant, il y a une seconde loi. C'est une loi intervenue fin 2021, qui est la loi climat et résilience, qui dit que dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, il faut une ZFE. On vient d'en parler avec Alexandra Legendre. Voilà. Et d'ailleurs, il y a le 24 décembre, là, il y a un nouveau décret qui est paru. Donc, alors, je ne suis pas compétent sur le sujet de l'ensemble des ZFE. Je m'occupe de la position mais des véhicules de collection dans les ZFE. On a bien compris que vous essayez justement de fédérer tout le monde autour d'une idée plus simple. La vignette voiture de collection, c'est bien. Évidemment. Et donc, mais alors, en attendant pour conclure, Jean-Louis, en attendant d'être arrivé à fédérer tout le monde, nous les voyons les unes après les autres. Parce qu'imaginez un territoire limité où là on peut aller, là on peut pas aller, là on ne sait pas où on peut aller. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Et d'autant qu'il y en a une cinquantaine qui vont arriver, plus c'est celles qui sont obligées de le faire.
par la loi climat et résilience avant le 1er janvier 25. Mais il y en a d'autres qui vont avoir envie de le faire, et puis c'est normal. Et donc, imaginez ce panorama. Voilà, et nous en sommes là. Donc, pour l'instant, que ce soit clair, aucun kilomètre, aucun hectomètre de route en France n'est interdit aux voitures. Ça, c'est bien, et bravo. Et bravo à vous d'avoir réussi ça. Merci Jean-Louis Blanc, je vous le dis en tant que collectionneur, et puis merci. Oui, mais je crois qu'on avait des passions communes, ça va vous causer. J'ai une Alfa Giulia Speeder, ça vous dit quelque chose? Allez, ça y est, hop là. Non, mais j'en ai 10 autres aussi. Mais pas des Giulia, d'autres. Non, mais je sais que vous l'avez jamais retrouvé, vous étiez fait voler une non. Je la retrouverai. Bon, en tout cas, Jean-Louis Blanc, président de la Fédération française des véhicules d'époque, il sera évidemment aussi avec nous régulièrement il sera, en 2023 dans On parle auto. Allez, dans quelques instants, nous allons conclure le rendez-vous 2022 avec On parle auto, dernière émission de la journée. Mais alors attention, on va en parler d'une autre interdiction. C'est pas de la journée, c'est de l'année. De l'année, pardon. T'as raison. Je suis déjà pressé d'être à ce soir pour faire la fête, moi. Interdiction des véhicules thermiques en 2035. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors que l'ami Jean-Luc se moque de moi là, tout de suite. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes avec vous, évidemment, ça y est, pour le dernier quart d'heure, en gros, on va dire, de cette émission de l'année 2022, qui laisse entrevoir avec bonheur et sourire qu'il y en aura plein en 2023, tous les samedis. On va parler de l'interdiction des véhicules thermiques en 2035, est-ce possible ou pas? Et on reçoit Jean-Luc Nicolas Meunier, qui est journaliste et auteur. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, alors c'est l'Union européenne qui nous a concocté cette interdiction de la vente des véhicules thermiques en 2035. Il y a quand même des accords qui ont été trouvés avec les constructeurs déjà afin que la transition se fasse plus progressivement que prévu. Il y a des niches aussi qui ne seront pas concernées. Je sais que Nicolas, vous êtes très supercar, et les supercars. On pourra continuer à acheter une Bugatti essence sans problème. Oui, à peu près, il y a ce qu'on appelle la directive Ferrari qui exonère à peu près tous les constructeurs de supercars à la demande du gouvernement italien. Donc Lamborghini, Ferrari seront sauvés et on n'imagine pas que les marques équivalentes y échappent. Donc si Ferrari et Lamborghini sont sauvés, on aura aussi Bugatti, Pagani et tout le Saint Graal des supercars. Ouf, je pourrais acheter ma Bugatti, c'est quoi, 1600 chevaux le dernier modèle, c'est ça? Voilà, mais bon, ils vont bientôt la changer, donc à mon avis, je pense que la prochaine génération qui sera hybride, elle aura encore un moteur thermique. Je pense que ça sera encore au-dessus, 1600 chevaux, ça sera bientôt has-been. Ouais. Bon, alors il y a aussi des étapes, parce que là, évidemment, donc les très riches ne seront pas concernés, c'est une bonne nouvelle pour eux. Il y a aussi des étapes. La première, c'est 2030, qui impose. Alors, on parle de l'interdiction des moteurs thermiques. C'est pas exactement comme ça que ça a été défini par l'Union européenne. C'est la réduction des émissions de CO2. Alors, en fait, ce qui est difficile de dire, c'est comment ça a été exactement mis en place, parce que justement, il y a un flou artistique qui, à mon avis, est tout à fait volontaire pour cesser des portes de sortie. C'est-à-dire qu'on parle de zéro émission. Aujourd'hui, on considère que zéro émission, c'est zéro émission et échappement. Donc, ça veut dire pas de moteur thermique, y compris hybride rechargeable. Si on a une lecture en lien avec les cycles de mesure normalisés qui sont dictés par l'Union européenne aujourd'hui. Du puits à la roue, en gros. Non, c'est même pas du puits à la roue. C'est exactement ça. Si c'est du puits à la roue, on interdit aussi les voitures électriques. Oui. Donc c'est ce qui sort effectivement, ce que la voiture émet quand elle roule. Voilà, c'est ça. Mais ensuite, il y a tout un débat, toute une sorte de lobbyisme, notamment du côté de l'Allemagne, sur quelque chose qu'on appelle les carburants de synthèse, qui sont des carburants qui piègent le CO2 de l'atmosphère, qui ensuite, par un processus assez compliqué qu'on ne va pas développer ici, mais qui utilise de l'électricité, parvient à refaire une sorte d'équivalent au pétrole, qui peut donc permettre aux moteurs thermiques traditionnels de continuer à fonctionner sans aucune modification. Oui. Et ça, si on arrive à intégrer la fabrication du carburant, c'est-à-dire là pour le coup du puits à la roue, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Alors, même le puits à la roue, je suis pas sûr que ce soit zéro émission, mais en gros, tout c'est une histoire de lobbyisme et de point de vue. Si on arrive à faire admettre à l'Union européenne, si ces tenants du carburant de synthèse parviennent à faire admettre à l'Union européenne que
ces carburants-là sont zéro émission à échappement parce que leur production est suffisamment propre, ça veut dire que les moteurs thermiques pourront être considérés comme zéro émission après 2035. D'accord. Donc ils pourraient être continués à être commercialisés. Oui. Ensuite, en gros, l'Union européenne est peut-être allée un peu vite en besogne en disant on interdira les moteurs thermiques en 2035. Ce qui se profile, c'est pas tout à fait ça. En plus, là, les constructeurs automobiles commencent à montrer un peu les dents. Ils se sont laissés faire jusqu'à présent et la solution du tout électrique, ça les branche pas plus que ça, pour faire un vilain jeu de mots. Voilà, exactement. Et ensuite, il y a quelque chose qui est quand même très drôle, c'est que si on autorise après 2035 les moteurs thermiques à carburant de synthèse, qui vous dit que le client d'une voiture thermique après 2035, il va pas mettre du bon vieux jeu de dinosaure. Donc il y a quand même quelque chose d'assez cocasse dans l'histoire, et pour moi, plus qu'une nouvelle solution, ces carburants de synthèse, c'est surtout une très belle porte de sortie si ça commence à trop ronfler dans les chaumières et qu'il faut faire demi-tour parce qu'on s'aperçoit que c'est juste pas possible de passer complètement à l'électrique. Et en effet, vous le disiez très bien, les constructeurs commencent à traîner les pieds. Alors bon, Toyota en a l'habitude. Toyota, eux, ils suivent un cap depuis des années. Ils lancent de l'électrique. C'est un grand constructeur qui a les moyens de développer absolument toutes les technologies qui existent en termes de motorisation. Donc ils ont de l'hydrogène, du thermique, de l'hybride, mais aussi de l'électrique depuis peu, alors qu'il n'est peut-être pas au top du marché, certes. Mais en attendant... Mais ils n'y croient pas, c'est pour ça. Ils ont toujours dit qu'ils étaient dubitatifs. Oui. Et c'est quand même le premier constructeur mondial. Donc quand le premier constructeur mondial dit on est sceptique, et surtout quand il est japonais, parce que les Japonais font preuve d'une prudence que n'ont pas les autres constructeurs. Exactement. Et on le voit avec Volkswagen d'ailleurs. On les a pris les mains dans le pot de confiture avec après le Dieselgate, avec le diesel truqué, ensuite, quand les Allemands réagissent à l'émotion, en général, c'est pas dans leur nature. Et ils réagissent avec excès. Donc c'est ce qu'on a vu avec le programme. Mais ils n'ont pas envahi la France, donc ça c'est bien. Non, ça c'est un progrès. Et donc ils ont mis le paquet sur l'électrique avec des résultats qui aujourd'hui sont bons, mais qui ont beaucoup cafouillé au départ. Ils ont lancé des voitures qui n'étaient pas finies au niveau logiciel. Ils les ont livrées aux clients avec des fonctionnalités qui manquaient. Et aujourd'hui, maintenant que ça a changé de PDG, on commence à avoir un revirement. C'est-à-dire que la prochaine génération de voitures électriques est retardée. On commence à percevoir que l'électrique n'est peut-être pas la solution unique à tout et qu'il faut continuer à garder le bon vieux thermique. D'ailleurs, ils ont annoncé une fois très discrètement qu'il y aurait une remplaçante à la plateforme MQB qui serait lancée en 2026. C'est la plateforme toute électrique, MQB. Non, MQB, c'est la toute thermique, justement, celle de la Golf. D'accord. Et donc, ils ont annoncé, alors très discrètement, mais ils l'ont annoncé quand même, qu'il y aurait une remplaçante à cette plateforme pour des voitures thermiques jusqu'en 2040. Voilà, donc on va être honnête, les constructeurs aujourd'hui ne croient pas à la fin du thermique en 2035. Alors, non seulement ils n'y croient pas, et en plus, ils commencent vraiment à avoir un esprit critique. Et la clause de réexamen, là, 2026, est-ce que ça peut être avancé, ça, selon vous ? Je pense que ça serait pas une bonne chose que ce soit avancé. Parce que, en fait, on commence à voir de plus en plus de voitures électriques qui fonctionnent. Mais moi, je pense que ce qui va coincer, c'est la voiture électrique en masse. C'est-à-dire les grands départs en vacances, quand vous allez avoir tout le monde qui veut recharger en même temps. Et ça, il faudra dépasser 2026 pour s'apercevoir qu'on aura des gros problèmes. Et donc je pense qu'avancer la clause de revoyure, c'est pas une bonne idée. En plus de ça, je sais pas, même si je sais que comment on appelle ça déjà, le carburant, tu sais, à base de betterave. Oui, l'éthanol. L'éthanol, qui est très franco-français, mais qui demande quand même un moteur thermique et qui est très poussé aujourd'hui en termes de développement. Et en 2035, qu'est-ce qu'on en fait de ces voitures-là ? Ford, qu'est-ce qu'elle fait de sa... Oui, enfin bon, ça c'est... Oui, mais tu vois, il y a quand même des incohérences. C'est des tout petits marchés, mais par exemple, un moteur fonctionnant à l'éthanol, une voiture hybride fonctionnant à l'éthanol, a des émissions de CO2. Si on retranche les 60% de CO2 qui sont absorbés par les plantes avant de fabriquer l'éthanol, les plantes qui servent à fabriquer l'éthanol, elle a un bilan carbone, alors là du puits à la roue, qui est presque aussi bon qu'un véhicule électrique, qui est même meilleur dans certains pays. Et on parle d'un état de technologie à l'heure actuelle, mais dans 5 ans, 10 ans, si on arrive à faire de l'éthanol à partir de déchets, ça sera encore meilleur. Bah oui. Bien sûr.
bien sûr. Donc vous voyez pas ni l'un ni l'autre. Non. Pour moi, non, mais non. Non, mais c'est du mal à y croire. C'est aussi ridicule que les ZFE. Voilà. Ok, voilà. Mais par contre, il y a des conséquences sociales de nouveau. C'est-à-dire que vous avez vu encore à Orléans, la dernière fonderie qui a fermé, qui était la fonderie SIFA, technologique, qui était spécialisée en pièces moteurs, aluminium. Il y a aussi des conséquences énormes à tout ça. Alors je pense qu'il y a des conséquences aussi où le contexte a bon dos, parce que la fonderie, on produit quand même toujours des millions de moteurs par an. Je pense que c'est juste qu'il y a des arbitrages et des localisations qui se font. Quand vous voyez qu'on n'a plus de moutarde de Dijon parce qu'il y a la guerre en Ukraine, vous avez tout compris. Je pense qu'il y a aussi d'autant des que effets la moutarde d'aubaine. venait du Canada, quoi. Où il y avait eu une mauvaise récolte l'année d'avant, donc rien à voir avec l'Ukraine. C'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'aubaine où on cherche à augmenter les marges, les bénéfices et à réduire les coûts. Et pour ça, on se sert de fausses excuses qui sont liées au contexte économique, social ou sanitaire ou tout ce qu'on veut. En tout cas, bon courage. Alors, moi, tous de les toute façon, je suis rassuré, je pourrai acheter la prochaine Bugatti qui continuera à faire Vombro, mais ça, c'est bien. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nicolas, et puis bon réveillon, hein. Attention, ne forcez pas trop sur l'éthanol. Nicolas Meunier, journaliste spécialisé et auteur dans le monde de l'automobile, était avec nous dans On parle auto sur Sud Radio. On va bientôt se quitter, mon ami Jean-Luc. C'est la dernière. Non, de l'année. De l'année, j'allais le dire. Bah oui. On se retrouve en 2023. Vous savez comment on m'appelle, moi? La glu. À la glu. Voilà, donc maintenant je suis collée à vous. Donc 2023. Mais avant cela, on va faire quand même un petit point sur les brèves. Ah oui. De la en semaine. plus, c'est des trucs méchants. La Norvège est le premier pays à compter 20% de voitures électriques dans son parc. Et oui, une voiture sur 5 circulant sur les routes norvégiennes est désormais électrique. Une proportion qui a doublé en moins de 3 ans grâce à de nombreuses subventions. Alors, pêle-mêle, l'exemption de quasiment toutes les taxes, y compris la TVA, des prix réduits pour les parkings, des autorisations d'utiliser sous certaines conditions les couloirs de bus. Bon, bref, autant de mesures qui sont, faut le préciser, qui sont financées par le pétrole, puisque la Norvège est le plus gros producteur européen. Donc c'est facile de promouvoir l'électrique avec l'argent des autres. En même temps, c'est vrai que les dealers consomment pas leurs propres marchandises. Non, c'est clair. Tout cela fait que les voitures électriques représentent aujourd'hui environ 80% des nouvelles immatriculations en Norvège. Mais il y a une fin à tout. Ainsi, l'exécutif norvégien va réduire certains avantages face aux coûts qu'ils représentent pour les finances publiques. En comparaison, c'est 1% du parc automobile français. C'est 10% des ventes, mais c'est 1% du parc automobile électrique. Allez, une autre info qui gratte un peu et qui fait mal, le stationnement payant. Et j'ai donc participé généreusement cette année à rapporter 335 millions d'euros à la ville de Paris en 2022. Bande de voleurs. Ce sont nos confrères de la Tribune qui nous l'apprennent. Cette année, le stationnement payant dans la capitale aura rapporté 82 millions de plus qu'en 2021. C'est une progression de 32%. C'est bien, hein. Il faut dire qu'avec la verbalisation, le nombre de... Vous savez que ça s'appelle FPS maintenant. Ces forfaits post-stationnement qui ont remplacé les PV à 17 € a carrément doublé en 2 ans pour atteindre 4,6 millions de FPS en 2021. On va préciser aussi que le stationnement des 2 roues est également payant depuis le 1er septembre dernier dans Paris. Et moi, je vais vous préciser autre chose, c'est que si on regarde la place qui est utilisée par un 2 roues qui stationne en voirie, en fait, il paye un loyer plus cher. Ah bah oui. Mais quand je vous dis plus cher, j'ai fait le calcul, c'est genre 7 000 € le mètre carré, un truc comme ça, quoi. C'est par mois. Ah non, mais c'est des voleurs. Mercedes-Benz va convertir ses usines de moteurs à l'électrique à partir de 2024. Ouais, le constructeur allemand de berline de luxe a annoncé mercredi, il y a 10 jours, le démarrage en 2024 de la production de batteries et moteurs électriques dans ses usines en Allemagne, Roumanie et Chine, en vue d'électriser toute sa gamme d'ici 2030. Mais vous avez compris à la lumière du dossier qu'on vient d'ouvrir avec Nicolas Meunier que ça, c'est ce qu'ils ont dit là, et que ça pouvait peut-être changer. Alors on espère que ça va changer, parce que la vie, c'est le mouvement et c'est le changement. L'ami Jean-Luc. Oui, on se retrouve l'année prochaine. Ouais, dans une semaine, ça va, on n'aura pas trop longtemps à attendre. Même motif, même punition, le samedi 11h-13h, ça ne change pas. On parle auto. Merci à Maël d'avoir réalisé notre émission en ce jour du 31 décembre. On vous souhaite à tous évidemment un très très beau réveillon. Soyez prudents, s'il vous plaît, ce soir. Si vous avez trop bu, ne prenez pas le volant. Restez dormir là où vous êtes, ou vous donnez le volant à quelqu'un qui n'a pas bu. Et puis l'année prochaine, on accueillera ceux qui en ont envie dans le studio. Pendant l'émission On parle auto en direct, vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr, vous mettez .fr et vous mettez bien On parle auto.
Ça va être chouette cette année 2023. Oui, ça va être chouette. Bon, on passe au réveillon avant. Hein. Bon réveillon. Merci. À bientôt. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.